Bon, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Entre Coach. Comme vous pouvez le voir, on est accompagné d'une nouvelle personne. Alors, ne lui en veuillez pas, il est un petit peu à cran. Ça fait un moment qu'on le vanne justement pour un petit peu le faire stresser. Parce que nous, on kiffe ça de faire ça entre nous et on est content de l'accueillir aujourd'hui aussi. Donc voilà, il faut être indulgent, même si je sais que, t'inquiète pas, tu vas bien t'en sortir gonfié. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Loïc Gronfier, un moins de 74 kilos qui tire 300 kilos. Faut quand même le dire, faut quand même le dire. Il a tiré 300 kilos il y a pas longtemps et c'est d'ailleurs grâce à ça en partie qu'il est assis à cette table Et aujourd'hui. il commence à se déshabiller, Allez, let's c'est go. comme direct. Allez. Allez, on va être strike au bout de 10 secondes. Allez, monte ton steak, là, un Voilà, peu. je l'ai vanné, tout de suite ça se déshabille. Donc voilà, on est content de l'accueillir avec nous et du coup aujourd'hui on va pouvoir commencer tout simplement à discuter avec lui et voir un petit peu ce qu'il a à dire puisqu'il fait partie de l'équipe des coachs maintenant. Donc voilà, c'est le 4e coach SBD Forever. Donc qui c'est qui veut se lancer et tout simplement donner le premier thème. Premier sujet, moi je suis chaud si vous voulez. Allez, vas-y. Donc première réflexion que j'ai eue juste après en plus le dernier tournage qu'on a fait suite à un athlète qui m'a posé une question et je trouve que c'était assez intéressant. C'était est-ce que ça peut être intéressant d'avancer ses genoux au soulevé de terre pour verticaliser un petit peu son buste. Je mets un petit peu de contexte. En fait, cet athlète-là m'a demandé parce qu'il a vu des athlètes le faire, des athlètes forts le faire, il s'est demandé si lui pouvait le faire. L'athlète qu'il a vu, en l'occurrence, je pense que ce sont des athlètes qui sont plutôt dans des catégories assez lourdes, genre par exemple Coco. Moi, je sais que perso, je trouve qu'il avance pas mal les genoux aux terre, comparé genre par exemple à moi qui suis une catégorie plus légère. Et lui, c'est un athlète d'une catégorie plus légère. Donc, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça Qu'est-ce que vous auriez dit si jamais vous aviez un athlète qui vous posait cette question? Bon, je me lance direct. Effectivement, je pense qu'il peut y avoir de l'intérêt de tout simplement d'avancer les genoux. Il y a plusieurs raisons à ça. Pour la première et simple raison, c'est sur un plan latéral, lorsqu'on avance les genoux au terre, en fait, on rapproche les hanches de la barre. Donc, soit on réduit le levier. Alors évidemment, ça a un coût, et c'est pour ça que c'est pas forcément la meilleure option pour tout le monde. Les personnes pour qui c'est la meilleure option, moi, je trouve que ça va être généralement les gens qui ont tendance à tirer avec le dos un peu plus rond, parce que justement, tu peux compenser le fait d'avoir les hanches très proches de la barre en arrondissant le dos et au final en ayant juste les épaules au-dessus de la barre. Parce que le problème d'avoir les hanches très proches de la barre, c'est soit tu es extrêmement vertical, donc dans ce cas tu as une morpho qui le permet, soit tu as les épaules en avant de la barre et donc dès que tu tires, la barre se déporte vers l'avant et du coup ça pose problème. Et c'est là où le dos rond est intéressant, c'est que ça permet de rapprocher les hanches de la barre tout en gagnant de la verticalité, puisqu'en allant chercher cette flexion, en allant chercher cette flexion thoracique, on va pouvoir du coup gagner de la verticalité et donc du coup avoir en fait les épaules en avant du sacrum via la flexion et pas via le déport du coup de la flexion de hanche et donc au final se retrouver avec le dos très vertical tout en ayant les épaules juste au-dessus de la barre et pas trop en avant. Donc ça fait un intérêt. Donc par rapport au fait que ça soit fait que par les KT lourdes, ça dépend, mais disons qu'on voit peut-être plus de gens qui tirent de rond dans les catégories un Ouais, peu je plus pense. hautes. C'est peut-être pour ça, dans une certaine mesure. Je pense que c'est dû notamment aux structures. Le fait de tirer de rond, ça demande Ouais, quand même une grosse masse musculaire au niveau du dos. Les grands athlètes aussi, généralement, Oui, pour pour améliorer compenser leur les leviers, c'est vrai. Mais je pense qu'aussi de tirer de rond, ça demande une grosse masse musculaire au niveau du dos pour pouvoir justement le permettre. Chose qui est moins faisable quand tu es dans une petite KT, puisque au bout d'un moment, sinon tu passes la KT dessus, donc du coup tu es plus dans une petite KT. Mhm. Donc il y a de ça. Et deuxième chose, je pense que c'est plus tu vas dans les hautes KT, plus tu vois des gens squatter leur soulevé de terre, parce qu'en fait ils sont plus limités par les mêmes choses, et ils ont des forces de squat, enfin des squats très 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 hauts, comme vous pouvez le voir, plus on monte en KT, plus le squat se rapproche du terre, voire Ouais. surpasse le terre. Et donc du coup on peut se permettre de squatter un peu plus la charge, parce qu'à ce moment-là, vu qu'on est plus lourd en termes de body weight, déjà, on a moins de chances de se faire tirer en avant parce qu'on peut faire plus contrepoids avec notre propre body weight qui peut être très lourd chez les SHW. Mhm. Ou simplement, on a une force dans les quads qui est tellement plus importante qu'on peut se permettre de squatter un peu plus la charge sans être déporté vers l'avant. Donc je pense que c'est les deux choses qui font que c'est peut-être pour ça qu'on le voit un peu plus sur les KT lourdes. Et voilà. Cool. J'ai deux anecdotes du coup par rapport à ça. C'est quelque chose que j'ai mis en place avec une athlète à moi, Camille, et qui a permis de faire redécoller son terre vraiment énormément. Je crois qu'elle a pris 20 kilos sur son terre en 3 mois alors qu'elle stagnait depuis quelques temps. Effectivement, ça rejoint ce cas. Bon, c'est pas une athlète très lourde, elle a moins de 109, mais effectivement, elle tire en tradi avec le dos légèrement rond. Elle fait d'avancer les genoux. Ça lui permettait en fait d'avoir juste plus de force au démarrage puisque c'était vraiment la barre, elle bougeait pas 2 mm si jamais la charge était trop lourde. Donc ça a été très intéressant pour elle justement vis-à-vis de ce que tu viens d'énoncer. Optimisation des leviers malgré le dos rond. Et me concernant, du coup, ça c'est pour du sumo. J'avais transitionné d'un sumo avec les genoux un peu en avant de la barre à un sumo qui était reculé et au final j'avais un peu stagné, je me sentais pas du tout bien. Et le fait de revenir en fait avec les genoux un peu plus en avant de la barre malgré le sumo me permettait déjà d'une part de me sentir beaucoup mieux. Et ça, je pense que c'est une considération importante, le confort et
le lien un petit peu que je dirais, c'est par rapport à la mobilité aussi. Ça peut permettre d'avoir une position un petit peu plus confortable, parce que c'est vrai que j'ai remarqué que chercher à garder les tibias verticaux, enfin, d'un point de vue de profil, en gros, mettait beaucoup plus de contraintes au niveau des hanches. Et c'est tout simplement, vu qu'en plus j'ai des quads forts, effectivement, c'était une position qui était juste plus forte pour moi. Mhm. Bah, c'est logique, hein, de toute façon tu le vois sur les squats aussi. En général, les gens qui ont les tibias très très verticaux, forcément ils ont plus de flexion de hanche et souvent des contraintes au niveau du bas du dos, parce que ça demande des mobilités de hanche qui sont un petit peu différentes. Et à partir du moment où tu avances, le genou il t'engage un peu plus le quad, en général tout de suite en fait, tu relâches la partie des adducteurs par exemple qui s'attachent sur la hanche en fait. Le fait de déporter un petit peu vers l'avant justement, ça va réduire un petit peu cet étirement. Et en général, ça va faire du bien justement au niveau du placement de manière générale. Donc ça, c'est propre, mais c'est sûr que tu le vois dans les squats. Genre, typiquement, les gens qui squattent très très large, tibia très verticaux, hanche très vers l'arrière, ils ont beaucoup de tension au niveau de la chaîne poste ou du coup des extenseurs de la hanche. Et le fait d'avancer un peu plus les genoux, ça va souvent réduire un petit peu ce stress-là. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Confier? Non, bah, quand Charlie a commencé à poser la question, j'ai tout de suite pensé à toi parce que j'ai regardé le TER que tu as fait aujourd'hui et typiquement, je trouvais que tu avançais giga les genoux, sauf que du coup, tu défixes pas le bassin et t'as pas les épaules qui partent en avant. Donc là, ça marche bien, quoi. Bah, c'est le but, c'est exactement ce que je te disais. Bah et ouais. en plus, je m'en suis rendu compte parce que justement, j'ai fait une séance de terre pas ouf. C'était début de cette semaine, ouais. Enfin, milieu de cette semaine. J'ai fait un bon début. Jeudi, pas ouf. Et là, samedi, c'était mieux. En fait, pour la simple et bonne raison que j'étais bien en termes de placement au niveau du dos, mais j'avais le tibia extrêmement verticaux, donc les hanches super loin de la barre. Et j'ai remarqué que sur tous mes meilleurs terres, en général, en fait, j'arrive tellement bien à ancrer les hanches parce que j'envoie les genoux un peu au-dessus de la barre. Et donc, du coup, mes hanches sont très très proches de la barre et j'ai un axe beaucoup plus vertical. Et du coup, quand je tire, mes genoux reculent, mais ils reculent au fur et à mesure que mes hanches montent. Donc, au final, ça reste une trajectoire linéaire. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, avoir les genoux en avant de la barre, ça peut causer la barre de partir en Ouais, avant, c'est ce que j'allais dire. mais pas si on arrive à bien gérer le timing. C'est-à-dire que si on arrive à remonter le buste en même temps que les hanches, en fait, on va pouvoir reculer les hanches, donc reculer les genoux, et au final avoir une trajectoire Ça. linéaire. Si t'arrives pas à reculer tes genoux pendant que tu commences à pousser, tu vas juste encore plus partir en avant. C'est ça. Et par exemple, pour le cas de mon athlète, c'est un athlète qui tirait en sumo et qui a déjà le buste relativement vertical, avec le haut du dos un peu arrondi, et déjà les genoux assez avancés, tu vois, genre, c'est-à-dire les pointes de pied sont vraiment vers l'intérieur. Et du coup, cet athlète voulait un peu accentuer tout ça. Et du coup, moi, personnellement, je lui ai conseillé de ne pas le faire pour l'instant, parce que accentuer une position, parce que c'est une position qui est bien, ne veut pas dire qu'elle sera forcément mieux. Et là, pour le coup, du coup, on n'a pas essayé, donc en vrai, je sais pas, mais je suis quasi persuadé que le fait d'encore plus avancer les tibias, il aurait eu tellement de flexion de genoux qu'il serait parti probablement un peu en avant, ou alors il aurait poussé un peu la barre. Et pour le peu de degrés de verticalité qu'il aurait gagné, je pense pas que ça aurait été worse. Ouais, je fais trop l'anglais. Profitable. Je fais l'anglais alors que Profitable. vraiment nul. Une bonne idée, rentable. Voilà, rentable, exactement. Et donc voilà, tout ça pour dire que tout est ultra personnalisable. Ça paraît bateau, mais encore une fois, c'est réel. Mais c'est l'exemple est gros avec toi parce que toi tu avais ce problème. Enfin, Ouais. ça fait partie de ta technique d'avoir les genoux quand même un petit peu en avant de la barre au niveau du Ouais. placement parce que tu as justement les hanches très très basses et que tu as le dos très droit. Et c'est là où justement c'est problématique. Si tu le fais trop, vu que tu gardes quand même une grosse neutralité, voire même une extension au Ouais. niveau du dos quand tu tires, Carrément. en fait tu te fais tout de suite emmener sur l'avant. Partir de ouf Parce que en tu avant. peux, t'as pas, en fait, au final, t'as pas forcément les. Enfin, si, t'as les hanches très proches de la barre, mais le problème qui va se passer, c'est justement que tu vas pas reculer tes genoux parce que tu vas garder cette proximité avec les hanches. Mes hanches ça. ne Et du coup, les genoux restent comme ça, et donc au final, la barre, au fur et à mesure qu'elle va monter, elle va suivre les tibias, et du coup, elle va se faire tirer vers l'avant, et tu passeras pas les genoux en fait. C'est pour ça que je détestais faire du deadlift pause, et on n'en fait plus depuis quasiment un an, parce qu'en fait, à chaque fois que je faisais un deadlift pause, au moment de la pause, au lieu de garder mes genoux dans l'alignement et dans la continuité du fait qu'ils doivent reculer, mes genoux avançaient pendant la pause, et je perdais totalement la position, et ça me détruisait ma technique globale. Donc c'est une variation que je fais plus du tout, alors que le deadlift pause, je pense que pour quasi tout le monde, c'est une variation top, tu vois. C'est plutôt bien, mais en tout cas perso pour moi, c'était vraiment pas ouf. C'est drôle parce que ça rebondit sur une autre texte qui a été fait par Nick Munders. Genre il a posté une story de comment il s'appelle, Kovac, non? Oui, Kyle. Kyle Kovac. Kyle Novak. Novak, Novak, excuse-moi si jamais t'entends. Dommage, tu parles pas français. Mais du coup, voilà, ils font du chair deadlift. Et en fait, indépendamment de ça, donc en fait, pour ceux qui savent pas, le chair deadlift, c'est tu fais ta pause et quand tu fais ta pause, tu en renvoies tes hanches dans la barre et tu te redresses. Il y en a qui font ça tout simplement sur leur pause. Et ça, c'est un truc que j'ai vu et que j'ai même corrigé avec toi. Parce que toi, tu avais tendance à faire quand tu commençais, c'était en fait, tu fais ton pause et quand tu fais ta pause, tu te redressais dans ta position pour en fait faciliter la position de la pause. Je faisais pas vraiment une pause, je bougeais pendant la pause et effectivement, en fait, tu t'allais renvoyer ton bassin dans la barre et tu te redressais. Et en fait, c'est un truc que je trouve nul parce qu'en fait, déjà, c'est juste pas un truc que tu pourras faire quand ça sera lourd parce que tu pourras pas te permettre de redresser ton bassin et du coup d'être plus vertical. Et en plus, ça t'encourage à t'asseoir en fait. Et c'est tout l'inverse de ce qu'on veut. Justement, quand on parle de Confier qui tire 300 au
terre, il a une position au terre qui est vraiment genre excellente en termes d'efficience et il a les hanches très hautes. Et genre à aucun moment il pense à s'asseoir, je suppose, dans son terre. Genre il est quasiment jambe tendue quand il tire. Mais pour autant, il est très vertical. Et c'est ça qui fait qu'en fait un terre de manière générale est efficiente, c'est le fait de pouvoir avoir les jambes autant tendues que possible, aussi tendues que possible, tout en étant vertical. Et c'est ça qu'on recherche en fait en disant justement hanches hautes, machin, t'assois pas trop, etc. Et le fait de faire du tiers deadlift, ou en tout cas de faire ça pendant sa pause, parce que c'est plus ou moins la même chose, en fait, ça encourage l'athlète à tout son poids de corps en arrière, se redresser et essayer de faire ça. Mais en fait, c'est totalement pas anatomique, sauf dans certains cas très précis, comme des mecs comme Nabil, qui tirent genre sur barre souple avec des bras super longs. Et en fait, les mecs, ils squattent leur terre, en fait. C'est pour ça que ça, c'est des cas très spécifiques, et c'est pour ça que justement, quand les gens disent le truc du sumo is cheating, parce que j'ai posté un réel là-dessus cette semaine, en fait, dans ces cas précis-là, c'est presque vrai, parce qu'en fait, les mecs-là ont pas du tout d'extension de hanche, ils ont quasiment qu'une poussée dans le sol, enfin une extension de genou en fait. Donc oui, je comprends que là c'est bien facilité, mais c'est des cas très spécifiques de morphologie très spéciale, et en plus optimisé par le matériel, parce qu'on va le sentir, la deadlift bar change tout. En fait, les 5-10 cm que tu grattes en bas sur une deadlift bar, ça change totalement toute la mécanique de squat, enfin de terre, et ça serait le cas pour quasiment tout le monde, et c'est pour ça qu'on voit que de manière générale, c'est beaucoup plus simple de tirer sur une deadlift bar qu'une stiff bar, et c'est beaucoup plus simple de passer d'une deadlift bar d'une stiff bar à une deadlift bar que l'inverse, pour la simple et bonne raison qu'en fait la partie d'en bas c'est la partie qui va déterminer si tu fais un bon soulevé de terre ou pas, et en ayant ce lag de la deadlift bar, en fait tu annihiles cette partie là, donc tu rends le mouvement beaucoup plus simple techniquement, ce qui n'empêche pas évidemment de faire des perfs qui sont impressionnantes, mais c'est beaucoup plus simple techniquement. Oui, surtout c'est accentué dans le cas où le gars il a la deadlift bar plus des poids pas calibrés, plus les straps, et souvent la barre dans les dernières phalanges. Du coup là voilà, c'est un petit peu, je pense que c'est vraiment l'archétype qui fait dire aux gens le sumo c'est de la triche, parce que oui, dans ce cas là bon là souvent c'est pas représentatif, c'est pas du tout spécifique, enfin c'est pas du tout ce que tu feras en compétition dans tous les cas, donc c'est le débat qu'on a eu sur l'amplitude. Je m'en souviens, je crois qu'on en a eu un où on disait, peut-être pas, mais enfin je me souviens d'en avoir déjà parlé quelque part. Donc en gros, si tu enlèves en pontant par exemple, si tu enlèves 2 cm d'amplitude, non, en faisant un jab grip sur un bench, si tu enlèves 2 cm d'amplitude sur ton bench et qu'il en a que 10, t'enlèves 20% de ta range. Si t'en enlèves 2 sur 30, bah du coup là t'en enlèves beaucoup moins, ça fait genre 6% si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Donc en gros, c'est là où il faut se rendre compte que optimiser l'amplitude sur un mouvement qui en a pas beaucoup, c'est très rentable, parce qu'en pourcentage de l'amplitude que tu enlèves, c'est énorme, mais sur un gros mouvement, ça l'est beaucoup moins. Et c'est pour ça que tu vois beaucoup de gens faire ça. En fait, c'est des gens qui de base ont une super morphologie, qui ont déjà pas beaucoup d'amplitude, et donc du coup, ils vont avoir la deadlift bar qui enlève 5 cm, les straps qui en enlèvent 3, le bout des machins qui en enlève 2, et machin, etc. Et au final, en fait, sur une amplitude qui en fait que 20, t'en enlèves 10, et donc il en reste 10, tu vois. Par contre, à l'inverse, si tu regardes, moi par exemple, je tire toujours en straps, et avec les straps quasiment au bout de ma main, j'ai quand même une grosse amplitude. Je lock quasiment au niveau des hanches, donc je vais avoir peut-être, je sais pas, 60 cm d'amplitude. Donc même si j'en enlève 5 ou 10, au final, j'ai enlevé moins de 10% de ce que je ferais au total. Donc évidemment, c'est pas une excuse pour le faire, mais juste ça a beaucoup moins d'impact sur ce que tu vas pouvoir faire, ou en tout cas t'imaginer faire en compétition, que sur des soulevés de terre, on va dire, plus optimisés sur l'amplitude. Moi, je voulais rajouter un truc pour revenir un peu vraiment sur la question du début. C'est, on disait que toi, tu avançais beaucoup les genoux, mais que tu arrivais à le faire sans défixer ton bassin. Moi, je trouve que des fois, sur des profils plus débutants, ça va plus être une incompréhension entre tirer le slack, avancer les hanches, etc. Moi, je sais que j'ai un athlète qui avance beaucoup les genoux parce qu'on teste le sumo en ce moment, mais en fait, il tire pas du tout le slack avant. Donc, ce qui fait qu'il va avancer, et une fois qu'il va tirer sa barre, il va complètement partir à l'avant parce que sa chaîne postérieure est pas trop bien engagée. Et ça, c'est en plus, quand il commence à tirer, il va rétracter les omoplates, donc ça le fait encore plus partir en avant. Et donc, il faut juste reprendre le truc de base. Le hinge, en fait. C'est juste que, effectivement, avancer les genoux, c'est contraire au hinge, puisque par définition, c'est faire une flexion de genou. Donc c'est un squat. Mais il faut le comprendre et l'insérer dans un contexte, tu vois. Donc c'est sûr que pour un débutant, le dire d'avancer les genoux, souvent, ça va amener à juste un échec technique ou juste le faire squatter sa charge, et donc du coup, ça sera pas bon. Et je trouve que même des fois, c'est automatique, en fait. Il cherche à... On voit souvent des profils qui avancent les genoux. Mais ça, le problème, c'est que les gens, justement, idéalisent les gens qui tirent le sumo comme un habile, typiquement. Donc ils se disent, je veux la même chose, donc je dois squatter ma charge. Alors que non, en fait. Non. Typiquement, toi, tu vois, t'as un très bon sumo, t'es super optimisé, mais t'es à l'inverse. T'es genre vraiment à l'antithèse, je dirais, de ce que fait un habile, tu vois. Et pourtant, au début, j'étais giga assis. J'ai commencé et j'avais. Mais tu te rends compte que plus tu lèves tes hanches, et mieux t'es au final, tu vois. Ah bah ouais, complètement. Voilà. Donc c'est ça qu'en fait, les gens ont tendance à voir le sumo comme un mouvement où tu dois squatter ta barre. Sauf que c'est tout sauf le cas. Pas du tout. C'est tout sauf le cas pour 99% des gens. Oui, c'est sûr. Okay. Voilà. Cool, merci pour vos réponses. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, carrément. Bon, moi, j'avais un sujet du coup. Moi, je voulais parler et un peu votre avis sur la progressivité sur un début de suivi. Moi, souvent, le bloc d'intro, j'aime bien
reprendre un peu le schéma qu'avait l'athlète avant, en enlevant les trucs sur lesquels je suis pas d'accord et les trucs que lui voulait changer. Mais j'aime pas trop, typiquement, un mec qui faisait 2 squats. Souvent, je vais garder 2 squats et rajouter un peu 2 squats et demi en mettant un pattern de squat pas trop spécifique, mais genre un une bel squat ou variation, quoi. Ouais, ouais. voilà. Qui va quand même le faire travailler le pattern, mais sans lui rajouter un vrai squat dans la semaine. Mhm. Bah, Et c'est- typiquement, moi j'étais passé directement quand commencé à être coaché par Charlie, je suis passé de genre 2 bench à 4 d'un coup. Mhm. J'ai senti la différence, mais j'ai pas mis non plus 1000 ans à m'adapter, tu vois. Du coup, je voulais avoir votre avis sur Ah. est-ce que vous prenez plus le temps ou est-ce que vous avez tendance à changer les trucs directement, Bah, quoi. Pour rebondir, parce que ça me concerne un peu par Mhm. rapport à l'exemple de tes bench, et je vais pas m'étaler de ouf, mais en gros, par exemple, le développé couché est un mouvement sur lequel on peut changer plus de paramètres, notamment la fréquence ou le volume, plus facilement que sur un squat ou sur un deadlift, parce que c'est moins impactant au niveau du stress de manière globale. Donc, passer de 2 bench que tu faisais qui ne te fatiguaient pas du tout, sur lesquels tu avais énormément de récupération, tu avais probablement plus de récupération que de stress, à 4 plutôt bien géré, où du coup, évidemment, c'est le double, mais sur les 4 expositions, le volume est bien réparti, etc. etc. Ça, surtout. Ça peut être carrément bien. Par contre, effectivement, attention à voir au background de l'athlète, etc., etc. Et ça dépend du mouvement. Voilà. Mais c'est ça surtout. En fait, ce que je dis, c'est pour moi, il y a 2 choses qui sont très importantes là-dessus. Déjà, ça va être la psychologie de l'athlète. En fait, c'est un peu con de penser comme ça, mais ce qu'il faut se dire, c'est quand un athlète vient à vous, ce qu'il recherche, c'est de progresser. Il s'en fout un peu de savoir comment. Ce qu'il recherche, c'est de progresser. En tout cas, pour amener cette relation de confiance que tu as entre le coach et l'athlète, il faut avoir ce truc de OK, je vois qu'il y a des résultats, tu vois. Donc, moi, en fonction de la psychologie de l'athlète, souvent, tu vois des athlètes qui sont un peu foufou. Et du coup, on va dire par anticipation, je sais que c'est des gens qui ont besoin de voir que ça fonctionne et pour se créer cette boucle positive de faire mieux et plus encore, tu vois. Donc, quand je vais avoir des profils comme ça, je vais avoir tendance à potentiellement faire des gros changements sur lesquels je sais qu'il va y avoir une réussite rapide pour justement que l'athlète soit en mode OK, je vois que ça fonctionne, donc du coup je te fais confiance et tu vois au final ça crée une relation de confiance et donc du coup ça ancre un peu la relation là. Donc dans cet intérêt là je trouve que c'est bien. Après évidemment il faut faire attention en fonction du profil, c'est-à-dire physique, la KT, tout ça, ce genre de choses qui vont amener forcément plus de stress et comme tu dis du mouvement en lui-même. C'est évident que passer de 1 squat à 4 ça va être certainement pas une bonne idée, même si tu veux le faire progresser vite ça aura peut-être même l'effet tout inverse. Et encore une fois ça va dépendre du profil. Truc tout bête, si tu prends une moins de 59 femme, enfin une moins de 59, une moins de 57 ou même une moins de 49 junior qui a très peu d'expérience, typiquement mettre plus de fréquence d'un seul coup, ça sera certainement moins impactant, pas forcément utile, mais moins stressant pour son corps parce qu'elle est pas du tout optimisée, que c'est une petite KT, etc. À l'inverse, si tu récupères un plus de 120 qui s'entraîne depuis 15 ans, bon, forcément, voilà. Tu vois, en fait, plus la personne va avoir d'expérience, plus tu sais qu'elle a pu tenter ou qu'elle a déjà dû tenter, ou en tout cas qu'elle s'exploite physiquement, et donc plus ça va être dangereux de faire des gros changements de stress dans l'entraînement, puisque forcément ça va amener des variations auxquelles le corps est pas prêt, et pourtant c'est un corps qui est déjà entraîné, donc qui est déjà proche de ses limites, ou en tout cas qui est pas capable d'avoir des grosses adaptations très rapidement. Donc ça va être peut-être pas cohérent. Donc ça, faut faire attention à ça. Mais ouais, en général, moi, ça va plutôt dépendre vraiment du profil de l'athlète. Et puis après, tu fais un profil de manière générale physique. C'est-à-dire que s'il vient, qui s'entraîne depuis 6 mois, qu'il a fait toujours la même chose, bon, ça sert à rien de faire des jumps de ouf. À l'inverse, si c'est quelqu'un qui tolère très bien le volume, là, tu peux aller chercher des changements. Et typiquement, tu peux aller chercher des changements vers la baisse de fréquence plus facilement aussi que la hausse. Et comme Lichard l'a dit, il y a un point très très important, en fait, c'est le stress. C'est-à-dire que tu auras beau quadrupler la fréquence, si ton stress reste le même, globalement, il n'y aura pas beaucoup de changements dans l'adaptation que le corps aura besoin d'avoir. Donc si tu passes de 2 bench à 4, mais que tu avais 10 séries de bench sur ta semaine, et que tu splits ces deux en 4, bah en fait au final ça change pas grand chose en soi, tu vois. Par rapport à l'exposition pure, oui, mais par rapport au stress auquel tu dois récupérer, non. Donc là ça aura beaucoup moins d'impact. Donc quand tu veux faire des gros changements comme ça, tu essayes toujours de changer une variable par une variable pour justement éviter que ça soit, on va dire, un inexploitable comme donnée que tu recherches, quoi. Alors me concernant, j'ai tendance en fait à croiser le point de départ de l'athlète vis-à-vis des données globales qu'on a, c'est-à-dire qu'évidemment 4 squats par semaine, tout le monde n'est pas capable de le faire, alors que 2 squats, normalement 99% de la population peut récupérer. Donc en fait, si la personne en fait a par exemple, comme tu disais, un seul squat, oui, forcément je vais augmenter la fréquence parce qu'il est sur la moyenne extrêmement basse. Mais s'il est sur une moyenne de 2-3 de base, ça je vais pas y toucher parce que globalement voilà, il est sur la data, ouais, on va dire les données un petit peu générales qui normalement ne devraient pas poser souci. Ensuite, au niveau du volume, effectivement, si le mec il fait un squat avec 10 séries, bon, a priori, tu vas forcément le passer à 2 squats. Et si inversement, il fait 2 squats avec peut-être 18 séries, tu vois, bon, je prends des extrêmes, mais dans l'idée, forcément, tu vas augmenter la fréquence parce que c'est probablement beaucoup plus optimal d'un point de vue récup. Et ensuite, tout simplement, c'est l'expérience de l'athlète. C'est-à-dire que, comme tu disais, au plus l'athlète va être
expérimenté, du coup, au plus je vais avoir tendance à rester proche de ce qu'il faisait en termes de fréquence, de volume, d'intensité de base, et ensuite petit à petit à évoluer pour rester un petit peu pour avoir un point de vue un peu conservateur et un peu sécuritaire vis-à-vis du niveau de stress, pour éviter la blessure éventuellement en quelque sorte. Et à l'inverse, si l'athlète est débutant, je me permets une marge de modification beaucoup plus conséquente. Ça veut dire que une fois que j'ai ces données d'intensité-volume lors de l'appel pré-coaching, par exemple, si le mec il débute il fait de la FA depuis 6 mois, ça va pas me déranger de changer énormément de choses. À l'inverse, si l'athlète il a 5 ans d'expérience, ou oui, voilà, j'en ai eu un comme ça récemment, je reste, disons, dans la même lignée et les changements se font de façon beaucoup plus progressive. C'est intéressant ce que tu parles du fait du coup du volume global dans ta séance et du coup tu dis qu'en gros typiquement si tu vas faire 10 séries par séance c'est certainement que tu devrais rajouter une exposition et c'est ce qu'on appelle du coup l'inroad, c'est en gros à quel point tu perds de la force entre chaque série, ça c'est impacté par ton temps de repos notamment mais aussi par ta capacité de travail. Il y a des gens pour qui tu vas leur demander de faire 10 séries et entre la première et la 10e il y aura peut-être un drop de 30% de performance et il y a des gens pour qui il y en aura peut-être 5%, ça va dépendre de voilà comme je dis de la capacité de travail, le profil physiologique de l'athlète et aussi plein d'autres facteurs honnêtement qui peuvent rentrer en compte comme la technique que tu vas avoir etc. Et donc les drops de force que tu peux avoir. Et je pense que c'est un bon indicateur pour savoir un peu quand est-ce que tu arrives dans le entre guillemets trash volume, c'est-à-dire qu'un volume qui sert plus à rien, tu vois. Si tu as vraiment un gros in-road entre une série et une autre, donc par exemple à partir de 3-4 reps, tu sens que 3-4 séries, tu sens que t'es cuit, que tu peux plus rien faire, c'est certainement que tu arrives à un stade où en fait c'est plus très productif de faire plus de volume dans ta séance et il vaut mieux rajouter une exposition où l'athlète aura eu le temps justement quand tu regardes ta courbe de stimulus récupération adaptation de revenir à un niveau neutre après le catabolisme de la séance pour revenir on va dire au moins avoir une adaptation ou au moins enfin le minimum c'est d'être neutre ou avoir un début d'adaptation pour remettre un coup et redescendre et revenir parce que si du coup tu le matraques et tu lui fais descendre enfin tu lui fais tellement de volume que il a 6 séries qui servent déjà à rien parce que techniquement il est cuit, il arrive pas à se concentrer, il est plus lucide ou physiquement juste il en peut plus, en fait ça sera un peu du volume que tu as fait pour rien, qui aura pas eu beaucoup d'intérêt pédagogique techniquement et physiquement non plus dans les adaptations et au final il va peut-être pas pouvoir s'entraîner sur le même mouvement en tout cas productivement pendant 4-5-6 jours et donc là c'est vraiment le stade où c'est trop dans la séance, il vaut mieux rajouter une fréquence quoi. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des suivis moyen long terme avec des athlètes parce que tous ces paramètres-là, c'est des paramètres qu'on arrive à gérer de mieux en mieux parce qu'au mieux tu connais ton athlète, forcément, au mieux tu sais quelle capacité de volume il va pouvoir encaisser, quelle capacité de volume qu'il va faire correctement parce que faire 7 séries de bench dans une séance, mais s'il y en a 4 que tu fais à l'arrache et que et techniquement c'est pas bon, t'es dans le dur, etc., ce sera pas aussi intéressant que peut-être en faire 2 de moins, mais faire tout vraiment bien. Et c'est pour ça que moi, comme toi, je fais des blocs d'intro quand je commence avec des athlètes pour set up un peu des données de base, voir comment ils réagissent à ça, et pour après changer un petit peu d'autres choses. Généralement, je change pas grand-chose pour le premier bloc parce que j'ai envie de me rendre compte vraiment ce qui se passe quand l'athlète fait ça, ça, ça. Et ça me permet de voir pour le bloc d'après, qui sera un bloc où je vais pouvoir analyser les données du premier et voir effectivement est-ce que sur ces séances-là je peux rajouter, est-ce que je peux supprimer, etc. etc. Donc ouais, sur le premier bloc, il y a à la fois changer des paramètres qui peuvent être assez brutaux, même en parlant de la technique. Moi, par exemple, je me rappelle quand j'ai commencé le coaching avec Coco, je squattais avec des chaussures d'haltéro, avec en high bar, plus ou moins, si on compare maintenant à la hauteur de barre que j'ai dans mon dos. Et d'un coup, je suis passé en flat avec la barre plus basse dans le dos. Et évidemment, j'ai progressé très rapidement. Et donc, je me suis dit, ok, je kiffe mes entraînements parce que je deviens de plus en plus fort. Le premier truc que Coco m'a fait faire, donc que mon coach m'a fait faire, ça fonctionne, donc c'est qu'il fait bien son travail, quoi. Et j'étais plus fort, j'arrivais à faire plus de séries, etc., etc. Et au final, du coup, comme tu l'as dit au début, ça m'a donné confiance en moi et en mon coach. Et donc au final, c'était plutôt une bonne chose. Donc il y a ces paramètres-là qui ont été assez brutaux, notamment sur la technique, mais à la fois quand j'ai commencé, par exemple, pendant quelques blocs, on a fait des trucs qui étaient assez classiques, entre guillemets, et on a vraiment essayé de voir un petit peu ce qui allait pas, ce dont j'étais capable de faire plus, ou alors même moins. beaucoup de blocs, je pense qu'on a commencé à expérimenter vraiment les trucs un peu plus différents quand je suis arrivé à Montpellier. Ça faisait déjà c'est vrai. 1 an et demi. Ouais. Après, j'ai eu pas mal de douleurs au psoas pour le deadlift qui nous ont fait vraiment galérer parce que je pouvais pas faire beaucoup de sumo, je devais faire plus de tradi. Et quand j'ai récupéré, donc ça, déjà, on a mis beaucoup de temps à trouver une capacité de travail qui me permettait de progresser en sumo et de pas avoir trop mal partout. Et une fois que ça s'était terminé, effectivement, et que techniquement j'étais un petit peu plus stable, que j'arrivais à faire des entraînements plus qualitatifs dans leur globalité, là on a pu essayer d'autres choses, des formats un peu plus différents, etc. etc. Et ça a plutôt bien marché. Et c'est aussi quelque chose qui m'a permis de toujours bien aimer mes entraînements et de garder la confiance que j'ai en mon coach, tu vois, et de pas pas avoir l'impression de patauger, tu vois, alors que parfois c'est le cas. Enfin, parfois tu galères, mais il y avait des choses. Je pense qu'il est intéressant dans la façon, dans la relation qu'on a, c'est qu'en gros, pendant très longtemps, on a gardé ce qui fonctionnait. Et en fait, tu sais qu'en général, quand ça va pas, je trouve toujours un truc
pour relancer la machine Ouais, entre guillemets, carrément. tu vois. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que on n'a pas besoin de faire de fioritures, de faire des trucs de fou, etc. Souvent on reste sur ce qu'on sait qui fonctionne. Mhm. Mais tu sais que quand tu arrives face à un mur, en général, tu peux te reposer et te dire bon bah écoute là ça va pas, il faut qu'on trouve un Ouais, truc, ouais, tu vois. carrément. Et même si des fois c'est pas forcément purement physique, enfin physiologique ce qui va changer, Mhm. c'est juste le fait de tu sais, trouver un format que en te connaissant psychologiquement sur lequel je sais que tu vas un peu Ouais. accrocher et du coup tu vas pouvoir te relancer Ouais, et ça va carrément. créer une bonne dynamique, tu vois. Carrément. Et l'histoire des straight sets, ce genre de choses Ouais, dernièrement, tu vois, c'est que des je trucs qui faisais ont bien fonctionné vraiment pas du alors tout qu'on n'en avant. faisait jamais, tu vois. Ouais, vraiment. Et je pense que c'est ça Et qui est intéressant. je voulais même pas en faire, enfin entre guillemets, j'avais Tu voyais pas d'intérêt en ouais, fait. tu vois, je voyais pas trop d'intérêt et tout. Et en vrai, il y en avait pas réellement. Et d'un coup, il y en a eu. Et bah, mon coach, il a su savoir, il a su voir qu'il y avait des intérêts à faire ça à ce moment-là. Et du coup, il fallait le faire. Et vu que moi, j'avais confiance, bah, forcément, ça s'est plutôt bien passé. C'est marrant, mais c'est typiquement la même chose avec toi et moi, du coup. Parce qu'au début du coaching, tu m'as fait changer plein de trucs. Les chaussures d'haltéro, le grip au bench, les 4 bench, Les gens qui squattent en chaussures d'haltéro. pas de, On en parle, pas de pontage et tout. On est passé à plein de choses. J'ai progressé aussi très vite, entre guillemets, en tout cas au squat et tout. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Genre là, bah, on est dans un bloc où je t'ai clairement dit, je kiffe le bloc. Et il n'y a pas des choses de zinzin, tu vois. Je suis Non, c'est- sur des formats très classiques, du 3 CT pose au bench, choses comme ça. Et je progresse super bien. Il y a une belle surcharge progressive et tout. Et je pense que pour l'adhérence, il n'y a pas besoin des fois de faire des trucs de Ah non, fou. non, clairement pas. Des clairement fois, pas. un truc de fou va faire du bien. Genre Mhm. un tempo 5-0-0 m'avait fait vachement de bien. C'est pas un truc de fou, tu Ouais, vois. en soi, je me rappelle c'est de ça. loin de ce que tu as tendance à donner. Enfin, c'est Ouais, pas un truc voilà. que tu donnes de Ouais. base. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même Mais, très loin. En fait, t'as tellement d'autres variations que tu peux donner avant ça, tu vois. mais des fois, ça t'aide à mieux comprendre un mouvement, quoi. Mhm. Typiquement, moi, l'extension thoracique, bah voilà, j'étais là genre, ah d'accord. Quand je me mets Mais longtemps c'est sous con. tension, ça m'aide, quoi. C'est con. Mais ouais, du coup, pour en revenir là-dessus, c'est intéressant. Moi, le truc que je me dis, c'est en fait, en gros, c'est quoi le premier truc en général que vous allez faire enfin, sur le premier bloc que vous allez avoir avec un athlète, c'est quoi le truc que vous allez faire ou garder, tu vois. Moi, typiquement, il y a un truc que je garde très souvent, ça va être des singles. Ça va dépendre encore une fois de l'athlète en question, s'il est très expérimenté, pas forcément, mais souvent les singles, c'est vraiment le truc que je vais mettre en premier bloc. Pourquoi? Parce que je sais qu'il va y avoir des changements techniques, en tout cas que je vais apporter beaucoup de cues, et du coup je me dis que c'est intéressant que l'athlète puisse le concrétiser directement sur un single pour en voir l'efficacité, tu vois. Parce que typiquement, si ton format un peu plus lourd de la semaine est très peu spécifique, bah, en fait tu vas pas pouvoir être aussi confiant de tes changements techniques. C'est ça. En fait, tu vas te dire, ok, peut-être que je me sens bien sur un x5, mais ça veut pas dire que ce sera sur un x1. Et donc, du coup, en fait, tu vas plus pouvoir concrétiser ton changement technique. En tout cas, te dire, ah ouais, tout de suite, pouf, plus 5 sur mon PR, ou en tout cas, j'ai eu des ressentis plus précis sur ce qui allait pas, ce que ça a changé, ce que ça implique. Et donc, du coup, je trouve que c'est plus pertinent pour pouvoir faire des changements et surtout pour pouvoir les ancrer directement en disant, ok, ça on garde, ça on enlève, ça on Ouais. garde, ça on enlève. Et du coup, tu finis ton bloc et t'as presque, entre guillemets, fait le tour de ce que tu devais changer techniquement. Tu sais que ça fonctionne. Et du coup, là, tu peux repartir sur un bloc peut-être moins spécifique où tu vas pouvoir amener de la progressivité et pas forcément aller directement sur des charges très lourdes. En tout cas, ce sera pas nécessaire pour que l'athlète puisse avoir confiance en ce qu'il fait et les changements qu'il a mis en place. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai une approche qui est un petit peu différente. Je pense que la différence de biais, c'est peut-être dû au fait que toi, tu as tendance à coacher une moyenne d'athlètes un peu de plus haut niveau que moi. Mais justement, en fait, en fonction de l'efficience technique de base de l'athlète, je vais m'orienter sur plus ou moins d'intensité. C'est-à-dire que c'est assez fréquent, je commence des blocs par des triplés plutôt que des singles. Si l'athlète vraiment il y a beaucoup de choses à modifier techniquement, justement parce que je me dis que le fait d'avoir une charge qui est légère, si c'est un triplé à 7-8 par exemple, vis-à-vis d'une single, ça peut lui enlever en fait une pression psychologique et il va pas avoir besoin de se focaliser sur le fait de ok, je dois la lever parce que ça va être lourd. Le triplé à 8, tu sais que dans tous les cas, la première, tu vas la passer sans problème, la deuxième, normalement, il n'y a pas de souci. Au pire des cas, tu batailleras un peu sur la troisième, mais voilà. Et je trouve que au-delà de ça, ça permet d'avoir plus de répétitions, donc juste plus d'occasions de pratiquer ta technique. Effectivement, si jamais par contre j'ai des athlètes, ça m'est arrivé, qui arrivent avec une technique quasi impeccable, il y a juste 2-3 petits détails à changer. Là, par contre, directement, je peux m'orienter sur plus d'intensité. Mais si l'athlète est un peu plus débutant, plus aléatoire techniquement, je préfère m'éloigner des charges lourdes, comme ça au moins, quoi qu'il arrive, voilà, il peut vraiment mettre en place très facilement Je vois ce les que tu changements veux dire. techniques. Pour moi, c'est un peu à double tranchant parce que tu as l'aspect du mec du coup qui va peut-être pouvoir être moins sous pression comme tu dis, donc du coup appliquer les trucs au final le comprendre. Mais tu as aussi des gens qui sont en fait, qui forcent une technique ou en tout cas qui exagèrent certains traits de leur technique sur lesquels ils se sentent bien, mais dès qu'ils arrivent sur le lourd, au final, c'est un château de cartes qui tient de manière très instable et ça pète, tu vois, et du coup, tu te rends compte que ça va pas. Donc, effectivement, c'est à double tranchant. Et après, ça, c'est le rôle du coach de justement de dire écoute, là, peut-être que tu es trop dans l'extrême techniquement et au final, je me doute que quand tu arriveras sur du lourd, ça tiendra pas. Donc, voilà, trouve un juste milieu et tu te sentiras bien. Et ça, encore une fois, je pense que ça dépend des aspects psycho parce qu'il y a des gens vraiment, tu sais, qui ont. Quand tu chopes des gens en coaching qui sont, tu sais, très.
il y a des gens qui arrivent avec une grosse intention de faire bien, etc. Et tu sens qu'au début, ils sont très fougueux. Et c'est des gens qui ont besoin d'être canalisés. Et souvent, c'est des gens, du coup, vers qui j'aime orienter sur des singles parce que je sais que c'est des gens qui vont me le demander quoi qu'il arrive si je le fais pas, tu vois. Et du coup, plutôt qu'il y ait cette envie, ou en tout cas ce truc de je veux faire plus, je veux faire plus, je veux faire plus, et du coup, au final, que ça en arrive sur peut-être des overshoots, etc. C'est ça, ou faire trop, ou pas correctement. Bah, du coup, je préfère anticiper ça et me dire que, voilà, entre guillemets, je lui donne plus ou moins ce qu'il veut quasiment directement, et après du coup justement après avoir établi ce truc de bon voilà, t'as vu ce que ça faisait, etc. Maintenant écoute, laisse-moi entre guillemets faire ce que je pense qui est bon pour toi, t'as eu entre guillemets ton truc, maintenant c'est, tu vois, c'est à mon tour, et c'est un peu un donnant, tu vois, de en gros voilà, toi tu veux ça, moi je veux ça, hop on trouve le compromis, c'est le juste milieu, on fait ça, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est des fois c'est intéressant parce qu'en fonction des profils, moi j'agis pas du tout pareil. Il y a des gens que je vais avoir tendance à hype et dire écoute vas-y allez entre guillemets mets le pied sur la pédale, mets du gaz parce qu'il faut y aller. Il y a des gens je vais leur dire écoute dose, c'est pas le moment, tu vois. Et en fait, c'est ça un peu le rôle du coach, c'est d'être en gros, tu fais un profil, tu sais, l'analogie que je vois, c'est, vous voyez les teams FIFA. Vous savez, il y a genre le petit rond et t'as les capacités qui tendent vers un truc. Et plus cette capacité elle tend vers le petit, genre le 100, plus je vais avoir tendance à te dire écoute, dose, et plus elle est moindre, et plus je vais vouloir l'exploiter pour qu'en gros, justement, il a un profil complet, tu vois, quand tu regardes dans ses compétences. Et c'est un peu ça le truc que je l'imagine comme ça, je le visualise comme ça, tu vois. Moi, j'ai aussi, en parlant des trucs qu'on fait quasi systématiquement, moi, un peu comme Coco, je mets très 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 souvent des singles pour les premiers blocs et les blocs d'intro, mais je mets des singles avec une intensité moyenne, genre un cap de RPE par exemple 7, parce que au-delà, je trouve pas que ce soit nécessaire. En dessous, c'est pas hyper significatif pour me rendre compte de à quoi ressemble réellement la technique et à quoi ressemble la technique sur tout le long du bloc, quelle dynamique il arrive à mettre, quelle dynamique il arrive à mettre dans un bloc sans avoir fait beaucoup de blocs avec moi. Donc je rejoins Coco sur ça et c'est comme ça que je fonctionne. Et il y a un truc que je fais quasiment tout le temps, que j'évite de faire peut-être sur des cas spéciaux, mais je mets très 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 souvent un tradi, un sumo quand je commence à des athlètes. C'est-à-dire, pour les athlètes qui ont 2 terres, et pour la majorité des cas, les athlètes ont 2 terres. Et du coup, je mets pour son jour principal, par exemple son SBD, bah, je mets la variation qu'il pratique et qu'il aime le plus, par exemple un tradi. Mais si peu importe ce qu'il me dit, s'il est très fort en tradi ou alors s'il déteste le tradi ou le sumo, à l'inverse, bref, je lui mets quand même la variation inverse. Et je mets même le même format sur les deux. Comme ça, je peux comparer. C'est-à-dire, généralement, je mets un single et après, je mets des back-off. Peu importe, entre guillemets, il n'y a rien de très fixe, mais en gros, je mets les mêmes back-off. Et comme ça, je peux vraiment comparer. Et c'est pas totalement comparable parce que faire un deadlift après un SBD sur un mouvement que tu aimes beaucoup, que tu pratiques, et un deadlift sur un jour secondaire que tu n'as pas l'habitude de pratiquer, etc. Évidemment, c'est différent. Mais du coup, c'est pour ça que j'aime bien avoir le même format ou un format qui s'en rapproche beaucoup et laisser un bloc entier pour voir un petit peu ce que ça donne. Et ça m'est arrivé souvent de réussir à contredire les athlètes qui me disaient je déteste le tradi, j'en ai fait 3 fois et c'est nul. Et en fait, au bout d'un bloc, ils disent en fait, j'aime bien le tradi, etc. etc. Donc, c'est un truc que je fais vraiment quasiment tout le temps. Même si le gars a beaucoup d'expérience dans un mouvement, je dis ok, ça sera juste un bloc, donc on le fait et on verra, tu vois. Moi, je te rejoins là-dessus. Et souvent, les gens qui sont persuadés d'avoir la bonne stance, ce que je vais leur dire, c'est un accessoire pour entraîner ton main. Tu vois ce que je veux dire ? En gros, je vais l'introduire comme t'inquiète, c'est pas définitif. Si ça va pas, on change, machin. Je mets vraiment pas de pression là-dessus. Et je lui dis, ça va te servir pour ton truc principal. Ou en tout cas, je veux voir où on en est, je veux voir les changements techniques qu'on peut faire et voir comment tu te sens. Et en général, le mec va me dire, ah, au final, ça va mieux. Du coup, je suis chaud de leur faire un bloc, et puis de leur faire un bloc, et au final, ça devient le comp. Tu vois, ou en tout cas, ça apporte vraiment quelque chose de positif. Et c'est vrai que je le fais assez souvent aussi. En tout cas, ça va dépendre du profil, encore une fois. Typiquement, quand j'ai récupéré Antoine Garcia en coaching, je lui ai pas dit où on fait du tradi, tu vois. Parce que le mec est déjà champion du monde, ou quasiment, voilà, je me doute qu'il a déjà essayé. Et encore une fois, avec sa morpho et tout, je me doute que il y a très peu de chances que le tradi fonctionne, donc je l'ai pas fait, tu vois. Mais sur des profils plus adaptés, parce qu'en fait, même en dehors du niveau, typiquement, si c'est juste un 93 ou un mec qui a pas forcément une morpho très très adaptée au sumo, mais qui tire en sumo, je vais directement essayer, tu vois. Il y a 2 trucs qui me viennent à l'esprit. En fait, le truc, c'est que j'accumule des informations en fonction de. Surtout qu'on est 4 maintenant, que c'est encore plus long. Donc, je dois mémoriser plein de trucs. Les 2 choses que vous venez de dire, en fait, ça m'a fait citer à quelque chose qui est l'intuition. Et ça, c'est un truc que les athlètes ne savent probablement pas, mais en tant que coach, il y a évidemment l'aspect théorique, l'aspect je sais, l'aspect expérience, mais parfois il y a aussi l'intuition. L'intuition de te dire, ok, on va faire ça, et mon intuition, du fait aussi de mon expérience, me fait dire qu'il y a de fortes chances que ça fonctionne. Par exemple, tu disais, c'est vrai que c'est pas toujours 100% comparable d'avoir le tradi et le sumo, mais d'intuition, en tant que coach, quand tu as l'expérience, tu es capable de dire si il y a de très fortes chances, même si c'est pas sûr à 100%, que ça ce soit mieux que ça. Typiquement aussi pour les changements techniques, dès que tu as un nouvel athlète, souvent il y a l'intuition, il y a l'aspect, si c'est quelque chose d'absolument évident, genre le mec il a un e-bar, oui, bon, c'est pas une question d'intuition, c'est évident qu'il descend la barre, il va être plus fort, mais sur des micro-changements, parfois,
tu te dis, je suis pas certain que ça va fonctionner, mais il y a de fortes chances que oui, donc vas-y, teste. Et il y a de fortes chances que ce soit bénéfique. Et je trouve qu'en fait, au plus tu avances dans l'expérience en tant que coach, au plus l'intuition, elle prend une grande part. Parce que, comme tu disais pour Antoine Garcia, oui, effectivement, c'est assez probable qu'en tradi, il est champion du monde, etc. Et ton intuition te fait dire, c'est probablement une perte de temps de tester le tradi. On va peut-être Du claquer moins, un ou deux. faisons-le un peu plus tard dans Oui, un voilà. pivot ou un truc comme ça. C'est ça. Il y a peut-être 95. Mon intuition me dit il y a 90% de chances que le tradi soit nul, donc on le fait pas en fait. Et voilà. Et au final, même si tu l'avais testé, il y a 90% de chances qu'au final le tradi n'ait pas été concluant. Et il y a un autre truc que je voulais dire, mais j'ai zappé donc. Bon, moi aussi j'ai 2 trucs à dire, donc j'espère que je vais retenir les 2. Non, pour revenir sur du coup les singles, comme l'a dit Coco, moi j'aime bien les garder, surtout en bloc d'intro et en premier bloc, pour la technique, parce que je trouve que c'est là-dessus qu'on voit le plus les déchets techniques. Mais le deuxième truc, Les déchets, hein. Non, et le deuxième truc que je voulais apporter, c'est un peu aussi sur certains profils d'athlètes, c'est regarde ce dont tu es capable. Il y en a des fois, ils me disent, bah voilà, mon max c'est ça, ça, ça. Et je dis, ok, on va mettre des singles, genre single à 8. Et le mec, première semaine, il va faire, je sais pas, 150 au squat. Et je lui dis, t'inquiète, là, vraiment, c'est pas à 8, mais peut-être 5 de plus la semaine prochaine. Et on va faire 4 semaines comme ça. Et à la fin des 4 semaines, je vais lui dire, t'as vu ce que tu viens de faire, genre il termine à 160, 165. Et je trouve que des fois, ça permet d'exploiter le potentiel du mec et un peu de lui dire, bah, regarde, Fais-toi confiance, quoi. ouais, voilà, fais-toi confiance. Tu pensais pas pouvoir faire ça au tout début. Et typiquement, j'ai un athlète comme ça où toutes les semaines, je lui dis vraiment, tu peux rajouter, il n'y a aucun problème, ta technique est super stable. Et c'est vrai qu'avec des techniques bien standardisées et tout, c'est là où ça marche le mieux, mais ça peut être intéressant Ça, pour c'est vrai dans les deux sens. la confiance du mec. C'est-à-dire Typiquement, s'il y a un mec qui a tendance à mettre trop ou à se croire capable de plus que ce qu'il est, tu peux aussi lui mettre des singles pour, entre guillemets, oui, avoir pour le calmer. un électrochoc, ouais, quoi. bah, C'est un peu moins bien parce que du coup, tu le confrontes à l'échec, mais ça dépend des profils encore. Il y a des gens Ouais. qui tolèrent très mal l'échec, et à l'inverse, il y a des gens qui sont galvanisés par l'échec, donc ça, faut faire attention, quoi. Mm. Et parfois, bah, tu le sens dans le profil, et si t'en es pas sûr, bon, vaut mieux pas tenter parce que ça peut être pas forcément une expérience Ouais. super cool pour l'athlète, quoi. Tu t'es rappelé de ta deuxième. Ouais. Et toi, tu t'es rappelé de ton deuxième? Alors, ah ouais, c'était cool. technique et la confiance. Ah ok, d'accord, Ok. c'était. La Ok. technique, c'était rapide, on a déjà parlé. Ok, nickel. En fait, ce que je voulais dire, ça remonte au tout début du sujet initial que tu as lancé. C'est il y a 3 semaines. Ouais, c'est ça. C'était il y a bien longtemps. S'il faut, les spectateurs ne parleront même pas de ce dont on a parlé il y a 10 minutes. En gros, c'était par rapport, du coup, ta question, c'était la progressivité quand tu récupères un nouvel athlète, etc. Et c'est vrai que moi, en fait, j'ai tendance à être partisan de tu mets à l'athlète le niveau de stress qui est suffisant pour le faire progresser, mais pas trop élevé au point où il peut récupérer et du coup enchaîner les blocs et continuer à progresser. Et c'est vrai que du coup, par rapport au biais dont je parlais, dès que tu as les infos de quel est le volume, la fréquence de l'athlète, en fait, tu as une idée globalement du stress. Et en fonction de ça, tu te dis, ok, soit le stress, il est bien comme il est, on le laisse et on va voir si le mec continue comme ça. Auquel cas, t'as pas besoin en quelque sorte d'augmenter le stress parce que le mec, peut-être qu'il va PR plus 10 en un bloc du fait de tous les petits changements que tu vas apporter. Si jamais, par contre, il est excessivement bas, bon, ça, typiquement, un squat, 2 bench semaine, oui, tu vas l'augmenter parce que tu sais à 99% de certitude que ça va le faire progresser. Et à l'inverse, c'est plus rare, mais s'il est très élevé de base, ça peut parfois être intéressant de le réduire, soit en réduisant la fréquence, soit juste en réduisant un petit peu le volume, parce qu'en fait, au final, ça dépend d'où l'athlète vient, de la façon dont il se programme, peut-être qu'il se programme tout seul aussi, mais c'est vrai qu'en faisant moins, parfois, ça peut être beaucoup plus productif si jamais le mec, en fait, il se cramait. Typiquement, si de base, le mec, il a une technique catastrophique et qu'il fait 3 squats avec une technique catastrophique, en fait, au plus tu fais de répétitions avec mauvaise technique, au plus tu renforces ce mauvais pattern, et du coup, au final, au plus ce sera long et difficile d'en sortir. Donc, au final, tu peux te permettre de réduire sur 2 squats qui vont du coup être rapidement améliorés du fait du travail du coach. Et au final, le mec va pouvoir progresser tout autant, si ce n'est même mieux qu'avec ses 3 squats précédents. Et ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises en vrai. Et je pense que là, c'est une des différences qu'on a entre toi et moi, par exemple, en tant que psychologie coach. Moi, j'ai tendance à avoir des choix plus agressifs, je pense, que toi. Tu sais, genre, j'ai tendance à être plus dans le et toi plus dans le moins, tu vois, dans la retenue et moi à l'inverse, tu vois. Et mais en vrai, c'est drôle, hein, et c'est parce que comme on l'a dit, on est des humains, hein, donc on fait pas tous les choses de la même manière, et c'est normal, et c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on travaille ensemble, parce que sinon, si on était tous moi, ça n'aurait pas de sens, tu vois. Chacun a son caractère et sa façon de faire, et tant que ça fonctionne, c'est ce qui importe. Et niveau perf, je veux bien comme toi. mais moi, effectivement, j'ai tendance, s'il y a un problème, je vais avoir tendance à le soigner avec le plus qu'avec le moins, tu vois ce que je veux dire. Oui. Et en fait, j'ai l'argument contraire de tu peux aussi tout simplement être sûr que tu corriges cette technique, et du coup, si l'athlète pratique plus cette nouvelle technique, il en sortira aussi plus vite, tu vois. Donc ça va dépendre un peu de comment tu appréhendes le problème et comment tu le résous, mais c'est vrai que dans les deux cas, c'est
En fait, tout fonctionne, et c'est ce qu'on dit aussi, hein, c'est ça, un peu ça le coaching, c'est qu'il n'y a pas de recette magique. Tu peux faire fonctionner plein de choses, en tout cas, tu peux arriver à la même finalité en prenant plein de chemins différents, et au final, ça va dépendre voilà, du contexte, de plein de choses, de ton expérience, de ce que tu choisis. Mais ce qui compte, c'est l'arrivée, donc c'est ça. Et encore une fois, ce qui compte aussi, c'est que la personne soit capable d'arriver justement à ce point-là. Et certaines personnes ont besoin de prendre un chemin différent pour faire exactement la même chose et arriver exactement au même point final en fonction justement de cette personne et de la personne qui le suit. C'est une question de contexte, quoi. Donc là-dessus... C'est pour ça que c'est hyper important de prendre le temps de choisir son coach quand vous décidez de le faire, parce que la vision globale du coach et sa manière de fonctionner, selon moi, devrait être un peu en accord avec votre manière à vous de voir le coaching et votre manière à vous de vous entraîner. Parce que si toi, tu es quelqu'un qui est plutôt sur la retenue et que ton coach, entre guillemets, c'est un gros bourrin, peut-être qu'il y a un moment où ça va bloquer et ça va être un peu relou pour les deux. Donc, c'est vraiment important de se renseigner, de communiquer correctement et d'essayer de voir un petit peu quels sont les axes de travail et quelle est un peu la mentalité globale, même si c'est bizarre à dire, de ton coach. Et voir moi, perso, quand j'ai commencé le coaching, je m'étais un peu renseigné et je savais, de par mon expérience sportive passée, que j'allais probablement aimer une relation avec mon coach qui allait être comme ça, où un peu comme tu l'as dit, où on est toujours un peu plus dans le plus et on essaye vraiment des choses, quitte à ce que parfois ça fonctionne pas très bien, etc. plutôt qu'avoir un coach qui prend peut-être plus son temps, parce que moi c'est mon tempérament tout simplement, tu vois, en tant qu'athlète. Et du coup c'est important pour moi, pour tous les athlètes, de réussir à bien cerner son coach et à bien le choisir. Et ce qui est intéressant, c'est que l'exemple que tu as fait, parfois c'est totalement l'inverse. Oui, je connais des gens qui ont tendance par exemple à être trop sur la retenue et du coup ils vont chercher quelqu'un qui est bourrin pour les tirer vers le... Tu vois. Il peut avoir une complémentarité en fait. Ça. Donc ça va dépendre des profils en fait. Du coup, bien choisir son coach, tu vois, c'est que... En fonction de ce que toi, en fait, quel besoin tu ressens. Quand tu cherches un coach, à quoi tu t'attends? Qu'est-ce qui te vient l'idée, tu vois? Et ça va dépendre des gens. Et en fait, c'est là où c'est un peu complexe, parce que je pense que c'est plus compliqué d'être objectif, surtout quand tu as tendance à être dans le trop, de dire qu'il faut faire moins, alors que c'est plus facile de voir que tu dois faire plus quand tu fais pas assez, tu vois. Donc là-dessus, c'est compliqué, mais encore une fois, il y a qu'une seule manière de le savoir, c'est d'essayer, quoi. Exactement. Et puis, mais j'ai envie de dire, même si toi, tu es dans on va dire le côté du trop et moi dans le moins, mais dans tous les cas, tu es capable en fait de t'adapter en moins et moins en plus. En fait, c'est ça c'est juste qu'on va dire, c'est des points de départ un petit peu différents, mais en soi, voilà, dans tous les cas, comme tu le dis, le plus important, ça reste l'individualisation, le contexte, et en fonction de la tête, tu t'adaptes, en fait, quelle que soit la situation. Demain, même si j'en ai jamais eu, tu me donnes un mec, on va dire, comme tu dis, une moins de 47 junior qui a une capacité de récupération de fou, même si c'est pas dans mes billets de base, ça me dérangera pas du foot 4 squats. Voilà, en fait, c'est ça. Mais ouais, en fait, par rapport à ce que tu disais, je pense que c'est surtout sur l'aspect psycho, que c'est même pas forcément dans l'entraînement, mais surtout l'aspect psycho. Ouais, bien sûr. Le tempérament. Comment ton coach va te driver en fait, en fonction de ce qui se passe dans ton entraînement. Et ça va changer en fonction de comment toi tu as besoin d'être drivé, tu vois. Mais c'est un truc tout con, mais tu le vois, moi j'ai tendance à un peu vanner, etc. Tu sais, après je fais pas ça, je me fous pas de la gueule des athlètes, mais les gens avec qui je suis proche, typiquement, tu vois, genre Gonfier ou Charlie, tu sais, j'ai tendance à les taquiner, tu vois. Et il y a des gens qui sont très frieux, enfin pas comment dire ça, frileux, je vais dire friand, frileux, très frileux de ça, ils aiment pas du tout ça. Et à l'inverse, il y a des gens que ça galvanise, tu vois. Et je le sens aussi typiquement, si je sens que la personne a tendance à être un peu susceptible, je vais pas la vanner parce que je sais très bien que ça mène à rien. Et à l'inverse, les gens qui sont un peu compétitifs ou qui aiment ce truc là, je vais le faire parce que je sais que ça va les tu vois, ça va les driver, quoi. Je me rappelle quand je suis arrivé à la salle à Nancy et que je commençais totalement le power, j'en avais quasiment jamais fait, et j'ai directement eu la chance de m'entraîner avec vous, et il n'y avait pas beaucoup de combos rack avant, et il n'y avait que les stands de rack de CrossFit, tu vois. Et pour rigoler à moitié, c'était genre le plus faible il prend pas un combo, tu vois, parce qu'on laisse le combo aux gens plus forts, tu vois. Évidemment c'était pas obligatoire, mais moi je l'ai grave pris premier degré et j'étais en mode ok, je vais squatter là parce que je suis pas encore assez fort, mais vous allez voir que je vais avoir ma place sur le combo un jour, tu vois. Et que ça me vannait souvent comme ça, et parfois je m'entraînais sur les combos évidemment, mais ouais, c'était le genre de truc comme ça qui faisait que moi perso c'est quelque chose qui me donnait envie de me dire là je suis le moins bon du groupe, je veux faire partie de gens qui ont le droit d'avoir le combo, tu vois. Et plein de petits trucs comme ça qui ont fait que ça m'a vraiment drive vers viser l'excellence. Et en fait ça c'est une mentalité de compétiteur souvent. Ouais. Il y a des gens, enfin les gens qui ont tendance à se vexer par rapport à ça, c'est souvent des gens qui sont pas forcément compétiteurs dans l'âme, tu vois. Alors qu'à l'inverse, moi tu me donnes un défi, même s'il paraît irréalisable, ça va juste me mettre en mode ok, je vais le faire, tu vois. Et ça va me chauffer plus qu'autre chose. Ça dépend aussi du passé sportif, je pense. Moi j'ai fait pas mal de sport avant de commencer la force. Pas à haut niveau, mais mon implication était la même, et j'ai toujours eu des coachs assez sévères, parfois même trop. Mais en fait,
j'aimais plutôt ça et j'arrivais à tolérer entre guillemets cette rigueur et même parfois c'était peut-être un petit peu trop. Mais en tout cas, c'est des choses qui me faisaient avancer. Et donc, quand j'ai commencé à faire de la force, je me suis dit, en vrai, un truc comme ça, moi, perso, ça me va et je trouve ça cool, tu vois. Au final, la discussion, elle dérive un peu sur la relation coach-athlète, donc ça fait un autre sujet, Ouais, un mais petit peu après, enchaîné, mais c'est pour toi, super intéressant. tu peux ne jamais t'arrêter si tu veux hein, là-dessus. Oui, c'est vrai En que tout cas, là, entre on nous, est je pense parti. que voilà. Mais ça, c'est très important. Petite phrase sur ça, c'est la relation coach-athlète. C'est un petit peu comme la question de l'adhérence. En fait, il vaut mieux un programme que tu adores, mais qui est un poil moins opti, qu'un programme que tu détestes, extrêmement optimisé. Au final, relation coach-athlète, c'est un peu pareil. Il vaut mieux un coach qui, on va dire, aller sur papier, est un peu moins bon, mais avec qui tu vas avoir une relation de fou, et tu vas t'entraîner, tu vas pouvoir discuter, vous allez vous comprendre, etc. Et sur le jour J de la compétition, il va vraiment être à fond avec toi, il va savoir comment te booster, plutôt qu'un coach, on va dire, à la limite, le meilleur coach du monde, mais avec qui la relation, elle est assez platonique, parce que froide. Ouais, platonique. Ouais. Parce que pour moi, être un bon coach, c'est aussi justement créer ce lien de Mhm. confiance entre l'athlète et le coach. Tu vois, ça fait Ouais. partie d'être un bon coach en fait. Clairement. Donc là-dessus, pour moi, en fait, c'est un peu. Je suis pas d'accord dans le sens où tu peux pas être un bon coach. Enfin, tu peux pas être le meilleur coach au monde pour moi si tu n'as pas cette relation-là avec l'athlète. Mhm. Tu vois. Je parlais d'un point de vue compétence théorique. On en est là, du coup, pour le deuxième point. On va poser la troisième thématique. Du coup, la thématique 3 qui va venir de moi, ça va être simplement l'environnement. Du coup, ce que je vous propose, c'est de parler des éoliennes, des énergies Plutôt les fossiles, arbres, tout ça. voilà. Grosse trier les déchets. Tu me vannes C'est mon stop. Non, du coup, voilà, l'environnement, enfin, l'impact de l'environnement dans la force. Et quand j'ai l'environnement, évidemment, j'ai fait la vanne, mais c'est en gros où vous entraînez, avec qui vous entraînez, dans quel contexte, machin, etc., etc. Et pour moi, c'est un truc ultra, ultra, ultra important. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai ouvert la zone. Simplement, c'est parce que bon, on s'est toujours entraîné ensemble. On a changé de local. On avait le Roots avant que Charlie avait. On est passé dans un plus petit local. On s'entraînait tous ensemble encore, mais c'était petit et l'ambiance c'était pas ouf parce qu'on se marchait un peu dessus. Du coup, voilà, c'était pas le feu. C'était quand même beaucoup mieux que ce que la plupart des gens auront. Mais en tout cas, moi, je sentais ce truc un peu différent de ce qu'on avait avant et qu'on avait perdu. Et du coup, j'ai cherché un local un peu plus grand pour qu'on ait vraiment de l'espace, qu'on se marche pas dessus, qu'on puisse avoir des conditions d'entraînement les meilleures qu'on a eues, je pense, jusqu'à maintenant. Et voilà, pour moi, c'était important. Enfin, j'ai considéré que ça valait l'argent que ça me coûterait, entre guillemets, de faire ça, tu vois. À tel point, parce que ça coûte de l'argent, pas mal d'argent. Et j'en suis arrivé à. Enfin, forcément, je me suis posé la question, je suis pas juste un débile, je me suis dit, oh, je vais prendre ça et on verra. Mais voilà, j'ai décidé d'investir ça pour avoir ce confort-là. Et pour moi, c'est un truc tellement important justement que j'ai fait ce choix-là. Donc, je vous écoute de ce côté-là. Loïc, il est full inspiré, il a son micro comme Ah bah là, Loïc. bah, je suis l'exemple même de changer d'environnement. Bah ouais, parce que moi j'ai carrément déménagé pour venir m'entraîner ici, bien sûr pour vivre à Montpellier et tout, parce que j'ai toujours voulu. Mais il y avait aussi, je vais m'entraîner avec typiquement Charlie qui est mon coach, avec Corentin qui m'inspire beaucoup. Et bah ça a eu un effet de malade quoi, parce que ça m'a vraiment galvanisé. Tout simplement parce que j'allais à l'entraînement et comme tu disais tout à l'heure, tu taquines des fois les profils où tu sais que tu peux le faire et tu l'as directement fait sur moi et ça a eu un gros effet quoi. Et puis même souvent avant quand j'allais m'entraîner, bah voilà, j'avais mon programme, je savais ce que j'avais à faire, etc. Mais là d'avoir Charlie des fois qui me dit tu peux faire tellement plus, bah je le fais directement et alors ça veut pas dire qu'il faut s'entraîner avec son coach. Non, mais c'est pas nécessaire évidemment. Mais je pense que on gagne du temps. En vrai. je pense que même si Charlie était pas mon coach, il me pousserait à faire certaines choses. Mais Tu vois. en fait, pour moi, tu vois, entre guillemets, le parcours que tu as eu, le fait de déménager et tout, c'est une marque de l'importance que le sport a pour toi. Et pour moi, c'est un truc respectable de ouf, tu vois. Parce qu'en fait, Ouais. c'est un truc que j'ai un peu vécu aussi, genre de tout lâcher, entre guillemets, pour performer dans mon sport, tu vois. Et du coup, pour moi, c'est un truc, quand je vois un athlète faire ça, je me dis, tu vois, c'est un mec qui en veut. Et du coup, même moi, ça me conforte dans l'idée de, entre guillemets, enfin, pour moi, c'est un truc important d'avoir une relation. Quand j'ai une relation avec une personne, je vais, entre guillemets, c'est méchant peut-être de dire ça, mais juger la valeur de la personne. En tout cas, Ouais. comment est-ce que je me positionne par rapport à cette personne, tu vois. Et pour moi, quelqu'un qui est impliqué dans son sport vraiment de manière forte, c'est une valeur que je kiffe chez quelqu'un, tu vois. Et donc, du coup, je vais avoir tendance à être plus enclin à. C'est un peu un pléonasme ce que j'ai dit, mais j'ai avoir tendance à plus m'ouvrir à cette personne-là, tu vois. Et je pense que ça se voit, genre je suis Oui, plus bien proche sûr. de toi qu'avec d'autres personnes avec qui je m'entraîne depuis longtemps, juste parce que voilà, j'ai eu ce feeling, tu vois. Ok. Et pour moi, ça passe en partie par là, justement, parce qu'entre guillemets, t'as fait ce truc-là de j'ai pris un risque, tu vois. Enfin, c'est nouveau, tu viens dans un nouveau cadre, etc., juste pour performer. Et c'est pour ça que directement je t'ai vanné, etc. Et c'est pour ça que je pense que bah voilà, ça fonctionne. Ouais. C'est parce que en fait, tu as fait ce choix-là de je priorise mon entraînement, c'est quasiment ma priorité complètement. numéro 1 dans ma vie. Tout à fait. Et ça a une raison, tu vois. Et pour moi, en fait, ça donne une valeur à la ouais, personne. je vois, tu vois. bah oui. Bah surtout parce que ça te parle et que ça te touche. Quoi. Ouais, voilà, ça me touche. Et puis, enfin, moi-même, je suis passionné. Donc, faire ce Oui. mouvement-là, tu vois, je me retrouve, entre guillemets, Oui. dans le chemin, tu vois. Moi, ça me parle aussi beaucoup. Et en plus,
tu parlais du roots, etc., mais pour toi, ça remonte à bien plus longtemps que ça, en vrai, parce que assez tôt, tu as décidé d'acheter du matériel calibré de compétition et de louer un petit local à Nancy, alors qu'il n'y avait pas de chauffage, il faisait super froid. Et ça montrait déjà directement que tu voulais t'entraîner sur du matériel de qualité parce que tu voulais avoir un entraînement de qualité. Et ça, pour moi, c'est important. Si tu veux avoir un entraînement de qualité, des résultats de qualité, il faut t'entraîner dans un environnement de qualité. Et bah, moi, perso, c'est aussi ce que j'ai fait. Tu vois, clairement, quand j'ai décidé de commencer la force, avant, je faisais du body. Et quand j'ai décidé de commencer la force, c'est simple, j'ai dit, je regarde dans ma ville, je regarde les clubs, quelles sont les meilleures personnes qui sont dans cette ville-là. Ok, c'est eux. J'estime que c'est eux. Après, est-ce que c'est le cas ou pas? Enfin, ça, c'est moi qui estime ça, tu vois. Et j'ai dit, ok, c'est eux. Je veux aller m'entraîner avec eux. Je veux essayer d'être proche d'eux parce que en plus, bah, j'avais de la chance parce qu'il y avait Corentin qui habitait à Nancy à ce moment-là. Et bah, de manière générale, on peut difficilement faire mieux parce que Corentin, c'est le meilleur athlète français. Mais que ce soit un athlète vraiment fort ou pas, ou juste des gens qui t'inspirent de manière générale. Moi, je me suis dit, je suis débutant dans une discipline. Je veux progresser rapidement. Je veux kiffer ce que je fais. Donc, je veux aller m'entraîner avec les meilleurs. Et c'est ce que je faisais quand je faisais du foot. C'est ce que je faisais quand je faisais de la moto. C'est-à-dire que quand je faisais du foot, bah, j'allais aux entraînements. Je connaissais très bien mon club quand je faisais du foot. Et du coup, quand j'étais en U13, par exemple, j'allais aux entraînements avec les U15. Alors que j'étais pas spécialement surclassé ou quoi, mais je rajoutais un entraînement par semaine. Et je trouvais ça trop cool parce que c'était que des gens meilleurs que moi. Et j'adorais jouer avec eux. Et vu que je me débrouillais pas trop mal, ils m'acceptaient. Évidemment, si j'étais nul, j'aurais juste foiré leur entraînement, mais là ça a été. Mais je jouais pas les matchs avec eux ni rien, juste je kiffais m'entraîner avec eux. Et quand j'ai fait de la moto, c'est pareil. J'habitais en Île-de-France, j'ai pris le club d'Île-de-France où il y a les meilleurs pilotes qui s'y entraînent et j'y suis allé. Et à chaque fois, ça a fait que de un, j'ai bien progressé dans mon sport et de deux, j'ai apprécié parce que ça, c'est dans mon caractère. Et, et donc, oui, et toi, c'est ce que tu as fait aussi directement parce que toi, tu as investi de ton argent propre pour acheter du matériel. Donc, voilà. Tapis, quand j'avais 18 ans. All-in sur le S3 et le même pas, c'est la salle de sport. C'était avant la salle de sport, c'était bien avant. Et donc j'avais tout ce que j'avais économisé depuis que j'étais petit, genre forcément tu sais à Noël, des fois tu reçois de l'argent, etc. J'ai tout mis sur un compte, j'ai rien utilisé. Dites-vous, moi mes parents sont très stricts là-dessus. Je pouvais rien acheter quand j'étais petit, genre les jeux d'Xbox tout c'était mort, il y avait rien qui partait. J'ai tout coffré. J'arrivais à 18 ans, j'ai fait waouh. Ça fait 2 Comborac, non? J'ai acheté 2 Comborac. Mais ouais, c'est hyper important. Après, je vous laisserai la parole. Mais en gros, ce que Corentin a fait, je trouve que c'est encore mieux. C'est parce que son environnement parfait n'existait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de salle à disposition pour lui. Il ne pouvait pas aller s'entraîner avec des gens meilleurs. Parce que déjà, c'était le meilleur. Mais vas-y. Non, pas à cette époque en plus. Pas à cette époque? Non. Mais en tout cas, tu as créé ton environnement. Ouais, tu vois, tu as décidé de mettre de l'argent à toi pour investir dans du matériel, dans un local. Et ça te coûte des frais, etc. etc. Et donc, pour moi, s'il y a des gens qui disent, par exemple, oh, j'ai pas de club dans ma région, etc., créez votre environnement. Même si vous entraînez dans une salle commerciale, essayez d'y aller avec des gens qui vous inspirent, avec qui vous entraînez de manière qualitative, et vous pouvez probablement investir dans un petit peu de matos à droite à gauche avec le temps, tu vois. Regarde, ouais, vous êtes 5, un groupe de potes, un local, ça coûte. Je peux trouver un petit local dans une petite ville peut-être pas trop grande, ça coûtera peut-être 400 € par mois. Chacun met 80 €, vous avez un endroit pour vous entraîner. Après, vous débrouillez au niveau du matos, mais en fait, tu peux toujours. Carrément. Si vous êtes plusieurs passionnés et que vous avez vraiment décidé de faire ça correctement, c'est toujours faisable. Alors évidemment, ça a des implications, ça coûte de l'argent en fonction des gens, ça sera plus ou moins faisable, mais vous pouvez toujours faire mieux que ce que vous faites actuellement, dans une certaine mesure, certainement. Et en tout cas, sinon, faut pas se plaindre entre guillemets de la condition qu'on a. Alors je suis évident, je me dis, comme je dis, je me doute bien que j'ai eu une chance entre guillemets d'avoir de l'argent de côté quand j'arrive à 18 ans, etc. Mais en même temps aussi, j'ai travaillé quand j'étais plus jeune dans l'optique de pouvoir acheter ça, tu vois. Donc en fait, c'est juste, il faut mettre en accord les actions avec les volontés. Et si vous voulez potentiellement vous investir plus, c'est une des manières de le faire. Et en plus, vous pouvez créer une dynamique. Moi, la dynamique que j'ai autour de moi, je l'ai un peu créée. Les gens qui s'entraînent avec moi, il y en a plein qui sont rattachés à moi parce que justement, ils kiffaient ce que je faisais. Ils sont venus, ils se sont rendus compte que la dynamique était bonne. Et au final, ça a créé un petit groupe. Et c'est comme ça que ça devient en fait un environnement cool, tu vois. Donc si vous avez pas cette dynamique d'entraînement, dites-vous que vous pouvez la créer dans une certaine mesure et vous avez pas besoin d'être le meilleur pour la créer. C'est à vous de faire en sorte d'avoir un endroit dans lequel vous pouvez entraîner qui est cool et qui attire du monde. Et s'il n'y en a pas autour de vous, c'est certainement qu'il y a des gens qui voudraient faire la même chose. En tout cas, vous pouvez vous unir. Parce que s'il y en a un autour de vous, juste allez-y. Et s'il n'y en a pas, c'est certainement que du coup, plein de gens, dans votre cas, autour de vous, sont dans la même situation et pourraient potentiellement vous aider. Ou en tout cas, donc ça c'est... C'est comme ça qu'en fait une association se crée à la base, tu vois. C'est des gens qui ont le même centre d'intérêt et qui agissent dans le même but de pouvoir faire un truc qui seul n'est pas faisable, quoi.
Alors, c'est pas mal d'anecdotes personnelles qui sont super intéressantes, donc je vais donner la mienne. Avant d'être aux routes, du coup, j'étais responsable d'une salle de sport qui était une salle commerciale en soi. Il n'y avait pas de matos de force particulier, il y avait juste des bancs Technogym qui sont pas trop mal comme un fitness park. Et du coup, au final, c'est exactement ce qu'on a fait. Ce qui signifie que ma présence, vu que je faisais de la force, a incité pas mal de personnes à faire de la force, que j'ai coaché aussi. Et du coup, ensuite, on s'est dit, bon, on va investir dans un peu de matos. On a acheté un vrai banc, enfin, c'est pas un combo, mais voilà, un banc aux bonnes dimensions, etc. On a acheté une barre de force. Et on avait un matos relativement correct pour faire de la force et du coup on avait un petit groupe. Mais ce qui est intéressant dans cette anecdote, c'est que ça a été évolutif parce que cette salle, à cause du Covid, malheureusement, a fermé. Et ensuite, du coup, je suis allé aux Roots, auquel j'étais déjà, mais avec les anciens propriétaires, donc c'était pas encore la salle de force. Et du coup, c'était Charlie et Barna qui avaient repris le Roots, et du coup, c'est devenu une salle de FA. Et là, pour le coup, c'est même pas que mon environnement, il s'est amélioré, c'est que pour le coup, j'ai découvert un autre univers. Parce que moi, j'étais là, du coup, je suis chez SBD Forever Coaching, mais à cette époque-là, Coco, je le voyais sur les réseaux. Je me souviens surtout de l'époque où tu étais à Basic Fit, où tu squattais sur le terreau. Voilà, je me souviens de cette époque-là quand tu avais 18-19 ans. Et Charlie, je savais pas qui c'était. Voilà. Et Barna non plus, du coup. Et du coup, en fait, j'ai été complètement d'un coup immiscé dans cet univers de la FA, on va dire poussé sur ce niveau élitiste. Et en fait, le fait d'être entouré de gens plus forts que moi, même si j'ai une psychologie un peu spéciale sur cet aspect-là, mais vraiment ça m'a boosté. Je suis pas le profil psychologique qui va être le plus hypé par ça, comme toi du coup ça a été le cas, mais malgré tout, même dans mon profil psycho, vraiment ça a été, c'était quelque chose d'incroyable d'être entouré de gens en fait qui te comprennent, qui te poussent à fond et surtout qui te poussent même pas juste, mais à te dépasser en fait. C'est littéralement ça. C'est-à-dire que moi j'ai un esprit qui vis-à-vis de moi-même, j'ai tendance à douter parfois de mes capacités, et là il y avait je me souviens de plusieurs fois de Charlie qui m'a balancé des phrases à l'entraînement ou même le jour d'une compétition en mode vas-y arrête de réfléchir, tu sais le faire, fais-le, point barre, tu vois, arrête de réfléchir, tu es capable de le faire. Et au final je l'ai fait, et c'est une phrase qui reste toujours dans mon esprit. Je crois que ça fait plus d'1 an maintenant. Ouais, non, c'est hyper important. Moi, je me souviens aussi qu'on a eu des discussions au début, etc. Tu sais, même, je me souviens par rapport à ton sumo, Oui. par rapport au changement technique, tu avais des douleurs, etc. Et c'est le genre de truc, en fait, c'est vu que tu as la même passion, des fois tu te retrouves dans un problème que la personne a, et donc du coup, tu sais que tu peux l'aider, ou en tout cas, tu peux lui être d'un support qu'il n'a pas forcément ou qu'il trouve pas. Et en fait, ça, c'est le principe de l'environnement. En fait, tu t'entoures de gens qui ont eu les mêmes problématiques, ou en tout cas, potentiellement qui peuvent les avoir eu, et donc du coup, qui ont plus de chances de t'aider. Et en dehors de ça, en fait, si tout le monde dans ton environnement se booste pour performer, il y a de grandes chances que ça aide. Et ce truc-là de tout le monde se tire vers le haut, tu le vois typiquement à Paris, tu vois, avec le SW Gym. Genre, il y a eu à la base un athlète qui était très fort avant que tout le monde soit, si je dis pas de bêtises, c'était en tout premier, c'était Pana qui était là, et je sais même pas si l'IA était déjà là. Je crois qu'au tout début c'était juste Pana, je sais plus exactement, je me souviens plus de la chronologie, c'était il y a tellement longtemps. Et puis il y a l'IA qui est arrivé, c'est ça, oui, il y a l'IA ensuite qui est arrivé, qui s'est entraîné avec, et du coup il y avait 2 champions du monde, et puis au final ça a créé plein de gens super forts, tu vois. Maintenant t'as Tiff, t'as Sov, t'as Valentin, t'as Guti, t'as plein de gens, tu vois, qui ont un niveau quasi inter. Qui lévite autour de ce truc, et en fait c'est un peu comme un noyau, tu tires les gens et en fait les gens ils suivent, tu vois, même si t'es le cytoplasme que t'es en bas, bah forcément tu t'élèves parce que tu vois on va dire le chemin du comment ça s'appelle, le possible, tu sais, ce qui est faisable, tu vois directement ce qui se passe. Moi j'ai ouvert grave les yeux en m'entraînant avec vous. C'est que au début je connaissais pas trop la force, et quand je voyais certaines choses je me disais mais comment ils font, genre c'est pas possible et tout, j'arrive pas à comprendre. Et au bout de quelques semaines je dis ok, bah en fait juste ils s'entraînent comme des fous, tu vois. Genre, ils s'entraînent de ouf, et ça veut dire qu'en fait, moi, je me rends compte à quel point je m'entraînais tellement mal, et tellement pas assez tu vois la dur, distance qui te sépare entre et en fait, les j'ai meilleurs capté et toi, vraiment quoi. c'est quoi la différence entre être un athlète de haut niveau et stagner entre guillemets, même si c'est un terme pas ouf dans ce cadre-là. Mais ouais, genre c'était vraiment voir qu'en fait il y avait des gens qui travaillaient vraiment dur, et que moi en fait je pensais travailler dur et c'était pas le cas. Donc, De manière générale, tu sais, c'est un peu la règle du. C'est quoi, c'est l'effet de Denis Kruger, je sais pas quoi là, mais genre à la force, c'est genre quand tu crois que tu t'entraînes dur, c'est certainement que tu t'entraînes pas si dur que ça, tu vois. Et en fait, tu vois le gap que tu as entre ceux qui s'entraînent vraiment comme des fous furieux et toi, et tu dis ah ouais. Et en général, les gens qui sont tout en haut du truc, ils disent je pourrais faire mieux, tu vois. Alors que c'est des gens qui sont c'est des fous furieux, tu vois. Genre ils font tout ce qu'ils peuvent, et ils sont quand même là à se dire bon, il y a ça qui pourrait être mieux, ça qui pourrait être mieux, ça qui pourrait être mieux, tu Puis vois. nous on était servis. Il y avait déjà Guillaume, donc Glutilifter, qui s'entraînait. Il y avait son frère. Moi je me rappelle de Ben, personne le connaît, mais c'était un malade mental. Ben il était fou, et grâce à lui j'ai fait v'là des bonnes perfs, parce que dès que je faisais un single qui passait bien, moi je pensais que c'était dur, il était là, il me disait mais non tu peux mettre 5 kilos de plus et tout, et moi j'étais en mode non c'est pas possible, et je mettais 5 kilos et ça passait trop bien. Donc non c'était top. Pour le côté inspiration, il y a un monde en fait, ce on pourrait dire ouais, mais tu suis sur Insta en fait tous les gens qui t'inspirent, et au final dans ton feed tu vois passer tous les jours voilà des grosses perfs qui vont te motiver. En fait il y a vraiment une grosse différence entre ça et côtoyer au quotidien l'élite en fait du sport, parce qu'au final t'es pas dans leur intimité, mais en quelque sorte tu vois leur quotidien, parce que généralement nous à la salle on passe des heures et des heures et des heures, donc au final
tu te rends compte de tous ces petits détails qui te séparent entre guillemets du haut niveau. Et c'est là, en gros, en quelque sorte aussi où j'ai ouvert les yeux, c'est que je m'entraînais dur, mais il y a quand même un monde entre la façon dont Corentin s'entraîne et se dévoue corps et âme à ce sport et la façon dont je m'entraînais. Et au final, les interactions avec ce genre de personnes, forcément, ça te tire vers l'eau. Pour l'anecdote, le coaching sumo que tu avais fait, c'était parce que c'était un remerciement de t'avoir aidé pour le déménagement quand tu avais débarqué l'été, quand on était dans les box. Tu te rappelles, on avait fait 28 allers-retours, tu m'avais pris dans la S3. Et je me rappelle, du coup, tu m'avais dit, je te fais un coaching sumo gratuit. Je m'en souviens même plus. C'est l'école de la vie finalement, la muscu. Tu l'as pris dans la S3. Oui, on en pris ensemble. J'ai pris un gros coup de pied au cul en accélération. Non, ce que tu disais sur l'effet Dunning-Kruger et tout, c'est intéressant parce que c'est exactement moi ce qui s'est passé quand je suis arrivé là. Il y a 6-8 mois, je faisais un triple à 200 au squat. Je suis là, genre, c'est dur. Et après, je vois Corentin qui squatte plus de 300, qui finit sa série, qui dit c'est de la merde, je vais mettre plus lourd. Je fais genre, ah ouais, en fait, je peux faire tellement plus moi-même, tu vois. Et même Charlie qui me disait, mais en fait, 200, c'est plus une charge à faire un triplé ou des choses comme ça. Et donc, l'environnement plus. C'est l'environnement avec aussi les gens qui gravitent autour, parce que même s'il n'y a pas que des champions du monde, il y en a aussi qui te poussent à te dépasser, style Barnabé, tu vois. Mais en plus de voir des gens qui consacrent leur vie pour ça et que moi je tends vers ça, je me dis, ah ouais, il y a un gap à passer et je pense que là je l'ai franchi depuis pas très longtemps, tu vois. Bah c'est en fait c'est un investissement personnel, tu sais. Ouais. Genre moi je l'ai toujours eu parce que je suis un peu comme toi, mais j'ai ce stade où tu te dis, genre c'est ce qui m'importe. Ouais. Et il y a pas rien d'autre, tu vois, évidemment dans une certaine mesure t'as d'autres choses, mais genre ça prend tellement d'espace dans ma vie. C'est un peu Genre, c'est ça. Ouais, c'est ça. Genre, c'est vraiment le truc que je veux prioriser. Et il y a aussi quelque chose, c'est que déjà, il y a un truc que tu as dit dans un podcast, et en vrai que je trouve assez vrai, et que moi-même je me dis, c'est que tu as dit dans un podcast que quand tu étais arrivé à la salle et que tu t'entraînais du coup souvent avec moi, tu me voyais m'entraîner moi, et en fait avec Loïc on est dans la même caté de poids et on a le même âge, et tu me voyais moi faire des charges que toi t'arrivais pas, et tu te dis en fait ce mec il est comme moi, il fait le même poids que moi, il a le même âge que moi et il est plus fort que moi, donc en fait je peux y arriver aussi, tu vois. Et moi je me disais aussi la même chose avec d'autres athlètes, même si c'était pas spécialement le même poids de corps, je me disais en fait lui il arrive à faire ça et je vois par quel procédé il arrive à le faire, et j'ai envie de passer aussi par ce procédé. Et je pense qu'à l'inverse, ça peut aussi être hyper négatif d'être dans une salle où justement c'est l'effet inverse, tu vois. Si tu es dans une salle, et ça arrive forcément à plein de gens, mais si tu es dans une salle où, je sais pas, l'ambiance elle est pas bonne, il y a des gens qui te respectent pas, ou alors tu peux pas t'épanouir pleinement, bah forcément tes séances vont moins bien se passer, et sur du long terme en fait tu vas te mettre des bâtons dans les roues tout simplement. Donc je pense que c'est hyper important aussi si ça va pas dans ton environnement, bah change. Même si dans ton environnement ça va, essaye de tendre au mieux, mais encore plus si ça va pas, barre-toi. Disons que change. c'est ça. En fait, dans ce milieu, enfin même dans tous les milieux, tu as toujours des gens qui vont peut-être facilement ressentir de la jalousie et vont avoir tendance à tirer les gens vers le bas quand ils se rendent compte qu'ils tendent vers le mieux ou qu'ils deviennent mieux. Et malheureusement, ça existe. Je pense qu'on a tous vécu cette situation où tu commences à te sentir un petit peu pas très confortable dans un endroit parce que tu deviens bon, etc. En général, c'est le moment où il faut dire bon, voilà, je me casse de là et je vais dans un endroit où ça me tire justement vers le haut. Et ça, malheureusement, c'est pas propre à la discipline, tu le verras partout. Et sans parler de tirer vers le bas, des fois aussi, il faut faire la différence entre les gens comme nous, du coup, qui donnons notre vie dans le sport, et aussi juste les gens qui pratiquent. Et c'est genre leur sport, et basta. Il y en a beaucoup, moi dans mon ancienne salle, où c'était c'est mon sport. Ok, je vais peut-être faire une compte dans l'année, mais je pratique à côté. Ouais, j'aime bien ça. Je fais de la rando, voilà. je m'amuse, machin. Mais au bout d'un moment, quand tu veux t'impliquer, t'es obligé de te bombarder à 100%, de prioriser, quoi. et d'arrêter de dire non, mais c'est bien ce que t'as fait aujourd'hui et tout. Non, c'était pas bien. Enfin, c'était pas assez, quoi. Ouais, ça dépend vraiment de comment tu te positionnes par rapport à ce que tu fais, tu vois. Comme tu dis, il y a des gens qui font ça pour le loisir et du coup, tant mieux. Et après, quand tu vas dans l'aspect compétition, forcément, c'est plus le même domaine, tu vois. Tu mets plus la même énergie, etc. Et les gens se rendent pas compte de l'impact que ça a juste déjà de toi, comment tu te projettes dans ce que tu fais, tu vois. Est-ce que tu le fais juste parce que tu as envie de le faire et tu vois comment ça avance, ou est-ce que tu t'obliges de progresser, entre guillemets, ou en tout cas de faire tout ce que tu peux pour, tu vois. Et ça demande absolument pas les mêmes ressources physiques et psychologiques, tu vois. Justement, en parlant de psychologique, j'étais en train de penser qu'au final, plus ou moins tout ce qui a été énoncé, ça montre en fait l'impact colossal de l'environnement sur la psychologie. Et je pense que de cette façon, on peut dire que l'environnement débride un petit peu au final ton psyché et du coup les potentielles limites conscientes ou d'ailleurs inconscientes que tu as mentalement. Et en fait, ça t'ouvre au champ, comme tu disais, au champ des possibles. C'est ça que je veux dire. Voilà, ça t'ouvre au champ des possibles. Et au final, tu te dis, comme tu dis, si parce je qu'en le fais, fait, pourquoi je peux pas le faire Tu prends l'exemple du foot où tu vois un Mbappé faire des trucs de fou sur le terrain, tu te dis, ah ouais, c'est à des années-lumière de moi, tu vois. Mais par contre, si demain tu te mets à t'entraîner avec lui, tu te dis, ah,
y a une proximité. Ce mec, c'est un Ouais. humain, il mange comme moi, il dort comme Ouais. moi, il respire comme moi, et pourquoi je pourrais pas le faire, tu vois. Mm. Et c'est ce truc-là un peu de quand tu t'accompagnes. En fait, en France, les meilleurs sont accessibles en général. Ils ont une salle, tu peux venir t'y entraîner. Enfin, c'est facile de les voir, de les côtoyer. Alors, tu ne deviendras peut-être pas son meilleur ami, tu vois ce que je veux dire, mais c'est facile de carrément. voir ce qu'ils font et qu'au final, ils sont comme toi, tu vois, et ils sont constitués de la même manière. Juste, ce qui change, c'est probablement l'implication qu'ils mettent dans leur entraînement, etc., l'expérience et beaucoup de choses, évidemment, mais en tout cas, ils sont comme toi, c'est des humains, tu vois. Et de, entre guillemets, se prendre ce truc de la réalité, de dire, ah ouais, en fait, ouais, qu'est-ce qui entre guillemets, qu'est-ce qui me sépare de lui, bah c'est ça, ah bah j'ai plus qu'à le mettre en place Ouais. et je pourrais devenir lui, entre guillemets, tu vois. Alors évidemment, c'est pas aussi simple parce qu'il y a quand même une grande part d'expérience, de chance, dans une certaine mesure génétique, combien de temps tu le fais, machin, etc. Et voilà. Mais disons que si tu t'en donnes pas les moyens, c'est évident que dans tous les cas, tu n'y arriveras pas, quoi. Alors pour le dernier sujet du jour, j'ai comment gérer, qu'est-ce que vous faites en tout cas lorsqu'il y a des imprévus du côté de l'athlète, comment vous voulez à gérer ça, comment vous En tant que vous- coach, du coup. En tant que coach, oui, c'est Ok. ça. Voilà, Ok. c'est, je sais pas, par exemple, l'athlète, il a pas pu dormir, il est malade, il va Ok. quand même s'entraîner. Qu'est-ce que vous le conseillez? En tant que coach, le premier truc que je dirais, c'est est-ce que c'est un imprévu, entre guillemets, qui était prévisible ou enfin, tu vois ce que je veux dire, est-ce que tu pouvais faire quelque chose ou est-ce que tu peux rien y faire. Typiquement, je sais pas, t'as mal dormi, bah, est-ce qu'il y a une raison à ça ou est-ce que c'est juste, entre guillemets, voilà, t'as passé une mauvaise nuit, tu pourrais rien y faire, pourtant t'as fait ce que tu pouvais, tu vois. Donc, première chose, c'est, entre guillemets, bah, essayer de gérer la cause. Voilà, faire en sorte que ça n'arrive plus dans une certaine mesure. Donc ça, après, voilà, ça va dépendre évidemment du problème en lui-même. Et après, la deuxième chose, bah, s'il y a un imprévu, bah, on a une chance, c'est d'avoir quand même des programmes d'entraînement, en tout cas avec les avancées scientifiques qu'on a de nos jours, c'est que tu peux l'adapter facilement. Je prends l'exemple des RPE, simplement, voilà, c'est très facile d'adapter ton entraînement en fonction de ce que tu peux ou ce que tu dois faire. Et après, si vraiment tu as tendance à avoir des gros imprévus comme ça, il y a plein d'autres systèmes qui peuvent t'aider à traquer ta fatigue dans une certaine mesure pour justement, on dirait, faire des choses cohérentes par rapport à où est-ce que tu en es. On parlait avant justement des mecs qui s'impliquent. En général, si tu t'impliques, tu commences à avoir quand même beaucoup moins d'imprévus et donc du coup dans une certaine mesure je dirais bah écoute, fais en sorte de, si tu as vraiment du mal à gérer ces imprévus là, d'en avoir le moins possible. Et si tu les as, bah, en fait accepte que c'est juste des choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle et du coup faut faire avec et juste faire le mieux que tu peux avec ce que tu as, tu vois. Et ça arrive à tout le monde. Moi-même je suis ultra impliqué dans mon sport et parfois ça m'arrive de pas dormir correctement et je me dis bah c'est comme ça, tu vois. Et avant justement j'avais cette réaction là où j'étais en mode genre je sens que j'arrive pas à m'endormir, ça me fait chier, ça m'énerve, du coup je dors encore moins bien et au final je dors pas de la nuit, tu vois. Et maintenant je suis en mode dans tous les cas, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrivera encore, je peux rien y faire, donc c'est comme ça, accepte-le, tu t'endormiras quand tu dormiras, tu te réveilleras quand tu te réveilleras, et si t'as pas assez dormi, tu iras à la salle et tu feras ce que tu peux, tu vois. Et ça m'a bien aidé parce que en fait sinon j'avais l'effet boule de neige mais dans le mauvais sens de bah ça c'est de la merde, donc du coup bah j'arrive même pas à faire en sorte de limiter la merde, tu vois, et au final ça gangrène et ça prend plus de place que ça devrait, tu vois. Donc je dirais bah d'apprendre à gérer tout simplement et à appréhender que bah, parfois la situation n'est pas optimale et tu dois juste faire avec. Et ça, c'est vrai dans beaucoup de cas, tu vois. C'est pas parce que tu loupes un top 7 que ton entraînement est mort. C'est pas parce que tu loupes une série ou que tu te fais mal à ce moment-là que ton entraînement est mort. C'est parce que tu dors mal ou que tu arrives en retard à la salle que tu feras de la merde. C'est pas parce que tu as mal mangé ou que tu sens que t'es ballonné. En fait, il y a plein de choses sur lesquelles ça peut avoir un impact, mais si tu veux, tu peux faire en sorte de réduire l'impact que ça aura de manière tellement importante qu'au final, ça en aura un beaucoup moins gênant dans ce que tu vas devoir faire, quoi. Moi, vu que c'était vraiment en tant que coach, bah déjà, je pense que si tu es un bon coach et que tu connais bien tes athlètes, c'est important aussi de réagir avec le profil d'athlète que tu as. Typiquement, si moi, dans mon entraînement, je suis un bourrin et que j'ai mal dormi ou quoi, je vais quand même bourriner. Si les athlètes que je coach, ils sont pas comme ça et que je le sais, je vais pas lui dire, bah écoute, mec, t'as pas dormi, fallait quand même que tu ailles comme un fou. Si le mec, c'est un gars chill, je vais dire, bah écoute, c'est pas grave, c'est un entraînement sur l'année, t'en fais, je sais pas, 200 dans l'année. C'en est un comme ça, la semaine prochaine, ça ira beaucoup mieux, tu vois. Donc déjà, s'adapter au profil du gars. Et puis, il y a toujours, comme tu as dit, Coco, il y a toujours des manières de faire face aux imprévus et d'avoir des adaptations déjà de les sur le gérer le mieux moment. possible, Ouais, quoi. voilà. Et puis, je sais pas, mais moi, je sais que je suis toujours dispo pour... envoie-moi vite un message, si je peux te répondre, je te réponds voilà. rapide. C'est ça, peut-être être La disponible. hein. ouais, Moi, ouais. moi, c'est un truc sur lequel j'essaye d'être assez rapide, c'est d'être disponible, peu importe peu importe la manière dont on va me contacter. Si vraiment il y a une urgence, en tant que coach, je veux être au courant de ça, Bah tu ouais. vois. Et il y a un truc aussi, c'est que parfois il y a des gens qui ont tendance à ne pas dire, par exemple, Mhm. qu'un truc s'est mal passé. Parce que c'est mauvais. Voilà. Ils Et ont toi, plus tendance à dire le bon que le mauvais. et toi, t'es obligé de le deviner, tu vois, genre, ah, la séance là, elle était nulle de A à Z. Et du coup, toi, quand tu fais ton retour à ton athlète, tu dis, t'as une idée, est-ce que t'as bien dormi, est-ce que t'as mal quelque part? Et là, le mec, il te dit, Il te déballe j'étais une- malade pendant 3 jours, j'ai raté mes examens, j'ai cartonné ma voiture. Et là, tu dis,
bah en fait, mon peut-être une gars, raison. c'est normal, tu vois. C'est normal. Et donc, dans ce cas-là, c'est OK que ça soit moins bien. Et du coup, on va adapter pour la prochaine séance. Peut-être qu'on va revoir des objectifs différemment. S'il y avait une séance qui devait avoir tel but, mais que pour X ou Y raison, tu sais pertinemment que ce ne sera pas le cas, revoyons les objectifs, pas à la baisse, mais différemment, pour amener l'athlète vers autre chose et qu'il arrive à faire quelque chose de qualitatif sans avoir l'impression de rater quelque chose. Et ça, pour moi, c'est assez intéressant d'être assez réactif. Et je pense aussi que par rapport à ce que tu disais, par rapport à l'expérience, au plus un athlète est expérimenté, au moins les imprévus vont l'impacter. Mhm. Tu vois. Et Mais en fait, souvent, les messages que tu reçois, comme tu dis, avec la disponibilité, Mm. c'est juste pour se rassurer. C'est genre quelqu'un qui va te demander est-ce que c'est grave si. En fait, dans tous les cas, c'est arrivé. Donc, Oui, voilà, non, c'est ça. enfin, juste fait avec, tu vois. Et c'est en fait le rôle que tu vas avoir, souvent, c'est juste rassurer, tu vois. C'est un peu Mm. genre maternel ou paternel. Ouais. C'est juste, écoute, je me doute bien que t'as envie de progresser, donc si t'as mal dormi, c'est pas ta volonté qui a décidé que tu Mm. dormirais mal, tu vois. Genre, Ouais. tu le subis certainement plus que moi, parce que c'est toi qui as mal dormi et pas moi, tu vois. Mm. Donc, juste fais avec et fais au mieux, entre guillemets, Et pour, avec la situation, quoi. Et je terminerai sur faut pas confondre imprévu avec excuse. Genre, j'ai pas pu aller m'entraîner parce que il y a eu de la neige, je sais pas quoi. Mhm. Peut-être que tu aurais quand même pu aller t'entraîner. Enfin, il y a des milliers d'exemples possibles, mais un imprévu, c'est pas une excuse pour avoir raté ou fait moins bien quelque chose. C'est quelque chose auquel on est confronté, donc il faut essayer de s'adapter au mieux. Et j'aurais tendance à dire de manière un peu plus spécifique à notre pratique, si par exemple tu peux pas faire une certaine chose parce que, je sais pas, genre par exemple, tu fais du hook et t'as oublié tes sangles et t'as un x8 à faire, tu vois, et bah t'as oublié tes sangles, mon gars, c'est ton problème. Tu vas quand même faire ton x8, tu vois, et soit tu vas serrer les dents et tu vas le faire en hook, soit tu vas réussir à le faire en mixte, Soit tu rentres chez toi, tu achètes tes sangles. soit tu demandes des sangles à un gars, soit tu vas split ta série de 8 en 4, j'en sais rien, il y a plein de manières de faire, tu vois. Mais en fait, partons, si tu dois changer ton plan, partons du plus spécifique au moins spécifique, mais le but c'est de faire quelque chose. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les gens qui ont des imprévus ont tendance à créer des dynamiques négatives. Et c'est de ça qu'il faut se sortir. C'est-à-dire que tu as ce problème-là, qui crée ce problème-là, qui crée ce problème-là, mais au final, je m'entraîne pas, tu vois. C'est ce que tu dis. Ok, il y a de la neige. Bon, je peux peut-être pas y aller en voiture. Est-ce que je peux y aller en transport? Est-ce que je peux peut-être décaler ma séance à demain? Est-ce que je peux. Enfin, il y a plein de solutions. Et en fait, parce qu'il y a des gens qui adorent l'ordre, par exemple, et quand il y a un truc dans leur routine qui sont changés, pouf, tout le reste collapse avec et c'est fini, c'est la merde, tu vois. Et c'est non, mais c'est con, tu vois, mais c'est là où justement, il faut prendre du recul et se dire, ok, bon. Ça, j'en suis pas capable, mais en dehors de tout ce que je peux pas faire, il y a encore tout ça que je peux faire. Ouais. Donc je vais faire ça, tu vois. Ça, C'est c'est mieux mon que point rien. faible sur la réhab, ça. Et c'est mieux que rien de ouf. Ouais, mais de manière générale, je pense que c'est un côté psychologique avec toi. Oui. En fait, ce que je dis, pour moi, ce que je dis aux gens quand on parle de toi, je dis t'es un interrupteur. C'est-à-dire que t'es on ou off, tu vois. Il y a Ouais. pas de 50%, de 70%, c'est 100% ou 0, tu vois. Et t'as du mal à être entre les deux, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je vais rebondir sur ce que tu disais, Charlie, qui était très intéressant. C'est-à-dire que. Non, c'est toi qui dis ça, la dynamique négative. J'irais même plus loin en disant auto-sabotage. C'est-à-dire qu'en gros, l'athlète, par exemple, je sais pas, il est malade, il n'a pas dormi, il est déshydraté, il a perdu du poids et tout. Il va s'entraîner quand même. Et ensuite, il te fait un retour en te disant ouais, la séance, c'était de la merde. Et quand tu regardes, en fait, il a fait overshoot sur toutes les séries. Techniquement, c'est dégueulasse. Et du coup, en fait, il a rien fait bien. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance toujours à dire que s'il y a vraiment un imprévu qui était pas anticipable et qui t'impacte beaucoup, tu sais qu'il t'impacte beaucoup. Voilà, par exemple, tu as fait une nuit blanche. Bon, théoriquement, c'est peu probable que tu sois plus en forme que la norme. Dans ce cas-là, revois tes attentes personnelles de la séance légèrement à la baisse. Au pire des cas, si ton état de forme n'est pas impacté, tu feras une très bonne séance, mais au moins ça t'évitera de faire n'importe quoi et du coup de faire ton premier top 7 RPE10 et du coup d'avoir une séance sur quelque chose de positif de la séance, quoi. Voilà, Au lieu c'est ça. d'avoir que du noir, quoi. Exactement. Moi, je dis toujours dans ce cas de figure, tu te focalises sur faire une séance qualitative, non pas quantitative. C'est-à-dire que même si tu mets 10 kilos de moins sur toute ta séance, je m'en fous, mais à partir du moment où tu as respecté tes RPE, tu as fait toutes tes séries techniquement, tu étais qu'en habitude des standards et tout, bah, c'est très bien. La séance sera bénéfique à tes progrès. À l'inverse de, au final, limite, tu as fait à 10, tu t'es même fait une petite douleur, bon, là, t'es un peu con. Ouais, et au pire du pire, moi, tu vois, je suis le genre de mec à être entêté, comme tu dis, à être un bourrin. Et parfois, c'est peut-être un bon truc de se dire, bon, aujourd'hui, je suis vraiment pas dans des conditions pour performer, c'est peut-être mieux de le décaler à demain si mon emploi du temps le permet, et ce sera la meilleure chose à faire plutôt que de faire le bourrin et absolument vouloir faire ce que je fais, tu vois. Si tu sais que tu as tendance à être, par exemple, à pas pouvoir gérer tes RPE parce que tu veux faire absolument ce que tu as à faire, bah, vaut mieux peut-être décaler d'un jour, et du coup être impacté dans une autre mesure, peut-être par rapport à ta récupération, tu as un jour de plus, et du coup tu dois enchaîner 2 entraînements, mais au moins pouvoir faire un bon entraînement, plutôt que d'avoir un entraînement du coup qui est à 10% de ce que tu pouvais faire, et du coup en avoir le reste à 100%. Des fois, vaut mieux faire 80, 80, 80 que 10, 100 et 100, tu vois. Et au niveau de l'accumulation de fatigue aussi, moi, souvent ce que je dis, c'est que si un jour où tu as vraiment un niveau de forme qui est horrible, en fait, va pas te surfatiguer encore plus. C'est un petit peu comme les surdosage en caféine. Quand tu es complètement arrêté, tu as fait 3 nuits horribles et tu te fous 800 mg de caféine, c'est bien sur l'instant T, du coup, tu auras du jus, mais en fait, tu vas accumuler encore plus de fatigue sur du court terme. Et du coup, au final, tu t'auto-sabotes, t'enfonces le couteau dans la plaie. Donc oui.
un truc aussi qui peut être par rapport aux imprévus, notamment une douleur qui peut arriver à l'entraînement. Je pense à un truc qui m'est arrivé en fin d'année. Là, sur un squat, je me suis fait mal au dos. Mais genre, en fait, au début, je dis « Ah, trop relou, je sais pas pourquoi ça arrive, c'est un imprévu, j'ai mal au dos. » Et quand je réfléchis un peu, j'avais fait 8 heures de voiture le jour même, j'avais pas trop bien dormi parce que c'était les fêtes. Donc déjà, de un, je me suis dit peut-être que j'aurais dû squat un peu moins et prendre ça en compte. Et je l'ai pas fait parce que j'ai voulu un peu bourriner. Mais du coup, je me suis fait mal au dos plutôt fort comparé à ce que je pouvais faire, aux douleurs que je pouvais avoir d'habitude. Et par contre, je me suis pas dit j'ai mal au dos, je squatte pas pendant une semaine. Je me suis dit, j'ai mal au dos, je fais en sorte de pouvoir faire le maximum en restant sous un seuil de douleur, etc., etc. Mais je me suis pas dit, vu que j'ai mal au dos, je fais rien pendant 2 semaines et ça ira mieux. Et je me suis dit, je vais voir, genre, je ne m'avance pas sur ce que je vais faire, je vais attendre, faire en sorte que ça aille mieux. Et le jour où je vais devoir refaire du squat ou un mouvement qui me fait mal, j'essaye de le faire. Si ça va pas, j'essaye de faire une variation. Par exemple, là, c'est un exemple très concret, mais j'avais un format comp et la descente me faisait très mal au dos. Et du coup, pour limiter ma charge et pour prendre le temps sur la descente, j'ai fait du tempo sur la descente. Et ça paraît bizarre parce que la descente me fait mal au dos, mais le fait de mettre moins lourd et d'accentuer le tempo, ça m'a fait du bien. Et ça m'a permis de faire du squat et ça m'a permis de revenir tranquillement. Une semaine après, j'ai fait quasiment équal pair au squat où j'ai squat de 60. Et donc, si je m'étais dit, oh, il y a un imprévu, ça m'a foutu mon bloc en l'air, j'aurais pas fait cette perf-là juste après. Mais à la fois, je me suis pas dit, jeudi d'après, je fais mon format comp et je bombarde parce que je me serais probablement fait encore plus mal. Donc c'est assez difficile parfois de réussir à jauger correctement tout ça, mais c'est un travail qui vient avec l'expérience et avec l'avis de ton coach. Donc voilà pour eux. Il y a aussi un cas qui est intéressant, mais qui est facile entre guillemets à traiter. Ça va être, moi par exemple, j'ai un athlète qui a vu sa salle être fermée il y a pas longtemps, et du coup, mais juste sur un jour, et du coup, il allait s'entraîner dans une salle commerciale. Et il me fait le retour, il me dit bon, il y avait pas le bon matos et tout, machin. Du coup, le squat est éclaté, le bench est éclaté. Je regarde les vidéos, je lui dis le squat est mieux que d'habitude. Genre vraiment les cues que je t'ai donnés, tu les as bien appliqués, et le squat est bien. Et du coup, c'est là aussi où le coach est vachement important et la relation que tu as avec, c'est de rassurer dans ce sens-là en mode ok, il y avait plein d'imprévus et de facteurs négatifs. Et pourtant, regarde, t'arrives à faire des choses bien. Lui, il s'est dit, je vais aller à Basic Fit, ma séance, ça va être nul. De base, ce sera nul. Ouais, voilà, quoi c'est qu'il ça. arrive, ouais, c'est ça. En fait, ça, c'est le problème de. Ouais. En fait, c'est ce que tu dis, un peu la dynamique négative. C'est que tu pars du principe que vu que le matos est mauvais, tout le reste sera nul, alors que pas forcément. Non. Et ouais, là-dessus, en fait, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à pas être objectifs. Et surtout, c'est là où c'est complexe aussi quand t'es athlète, c'est de savoir ce qui est bon et pas bon pour toi. Tu vois. Parfois, tu penses faire un truc qui est mauvais, alors qu'en réalité, c'est bien. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup de gens qui font des retours en mode putain, la technique aujourd'hui, elle était éclatée. Genre, c'est pas comme d'habitude. Je dis ouais, mais en réalité, est-ce que parce que c'est pas comme d'habitude, c'est mauvais? Ouais. Pas nécessairement, tu vois. Peut-être que justement, au final, t'arrives à faire un truc que tu fais pas d'habitude dans un bon sens. Alors évidemment, c'est pas toujours le cas et parfois c'est l'inverse, mais en fait, faut pas. C'est pas parce que c'est pas comme d'habitude que c'est mauvais, et parfois justement ce qu'on veut c'est pas faire comme d'habitude puisqu'on essaie de mettre en place des changements, tu vois, et c'est là où il faut accepter du coup cet aspect là, quoi. Et puis au-delà de ça, les ressentis ne sont pas toujours contractuels de ce qui en découle d'un point de vue factuel. Typiquement, j'ai un athlète qui récemment est passé d'une salle un peu commerciale à du calibré, et il me fait plein de retours en mode ouais, ma technique elle est nulle, je sens toutes les barres lourdes. Alors oui, mais moi je te garantis que ta technique, elle a quasiment pas, elle est 98% similaire à ce que tu faisais avant. Donc c'est juste que ton ressenti est différent et mauvais parce que du coup tu sens lourd, donc psychologiquement tu es focalisé sur le ressenti de la barre, mais en soi techniquement tu exécutes comme il faut, donc il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que du coup il faut pas se laisser limiter sur ça, et j'incite beaucoup les athlètes, même si c'est mon rôle en tant que coach, à regarder leurs vidéos dans l'entraînement, parce que tous ne le font pas mine de rien, durant l'entraînement, pour justement avoir un espèce de feedback. Donc évidemment tu n'auras pas le même retour, enfin la même qualité d'expertise que ton coach sur ta technique, mais déjà tu peux voir s'il y a des choses grossières ou pas. Si jamais visuellement ton amplitude elle est bien, tes standards sont bons, et voilà, et il y a pas de. Et surtout si t'es biaisé, un truc tout bête, mais pour les gens qui ont vraiment tendance à ressentir ça lourd, le meilleur truc c'est que tu regardes tes 2 vidéos à la suite et tu te dis au final c'est pareil, tu vois. Oui, en plus parce que les sensations sont, comme tu dis, sont rarement la semaine d'avant, rarement et surtout quand dans le bloc les sensations évoluent au fur et à mesure du bloc, tu es censé te sentir de mieux en mieux, donc en théorie une vitesse similaire entre une semaine, enfin imaginons que tu passes t'as un VBT, tu passes 2 reps à 0,30 mètres par seconde, bon c'est des données absurdes probablement, mais voilà, un 0,30 mètres par seconde en semaine 4, t'es censé sentir mieux, enfin t'es censé avoir un feeling bien meilleur qu'en semaine 1, parce qu'en semaine 1 t'es désentraîné et c'est le principe du début du bloc, tu te sens pas très bien, tu vois. Et ça les gens ont du mal à le savoir. En début de bloc, quand ils se sentent mal, ils sont en mode putain, je sais pas ce qui se passe, je me sens mal, mais en fait non, c'est juste que t'es en début de bloc et t'es pas censé te sentir toujours à ton prime, sinon en fait t'as pas de prime. C'est le principe d'un pic, tu vois. Dynamique de bloc. Ouais. Il est au micro. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a eu un sujet chacun carré et de je pense ouf, que c'était juste la dose qu'il fallait. Oui. C'est la dose qu'il me fallait. On a bien dosé, là. Donc voilà pour l'épisode numéro 3 de Entre Coach avec notre
nouveau coach. Grumpy. Ça y est, il respire. Oh là là, il était en Donc du coup, PLS, n'hésitez hein. pas, comme d'hab, à faire tout ce qu'il peut pour aider à référencer le podcast. Si je dis pas de bêtises, je suis pas un pro là-dedans, mais je crois que Loïc, t'es un pro. Abonnez-vous, mettez 5 étoiles et c'est tout. Petit commentaire. il faut juste mettre un petit commentaire positif. Ouais. Et si un sondage, répondez-y, ça fait juste de l'engagement, c'est toujours cool. Et sur YouTube, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Si vous avez parfois des pensées différentes sur les thématiques qu'on a abordées ou des questions plus élaborées, n'hésitez pas à le poser dans les Est-ce commentaires qu'on et on y pourrait pas répondra. aborder des, Ouais, des questions, thèmes, des thèmes proposer des thèmes. ouais. Oui, ce que j'allais dire, effectivement. Parce que là, ça sort de nos Ah, cerveaux. c'est mais vrai que si, Bah vous ouais. pouvez si vous voulez proposer des thèmes pour les prochains entre coachs, ça peut être si intéressant. vous avez des questions, On pourra y gardera les répondre. meilleurs, effectivement, c'est pas bête. C'est pas bête. Tout à fait. Et comme d'hab, du coup, likez, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ça vous plaît. Et on se retrouve très rapidement pour un autre épisode.